On a donc tout ce chapitre, ressources et moyens. Maintenant, on peut passer aux questions, si vous voulez, sur ces rapports de 1,01 jusqu'à 1,19. Marc, oui? Oui, merci beaucoup. J'espère ne pas être trop long, mais c'est un moment important que le vote, notamment du budget primitif. C'est un moment important pour la commune. C'est un moment, je dirais, où la politique d'une municipalité, d'une commune, eh bien, se donne à voir à travers, effectivement, sa politique budgétaire et sa philosophie ou sa politique fiscale. Alors, je vais avoir une présentation assez proche de la tienne, Gérard, mais je vais en tirer des conclusions extrêmement différentes. Effectivement, vous présentez un budget de continuité. La structure budgétaire ne change pas depuis plusieurs années et finalement, votre politique, de manière générale, ne change pas depuis plusieurs années. Vous devenez en quelque sorte classique, tellement classique que finalement, les vicissitudes électorales ne vous touchent plus, comme si vous pensiez d'ailleurs être chaque fois réélu, et comme, d'une certaine manière, si vous gériez la ville au-delà des débats politiques qui agitent ailleurs d'autres, mais pour qui ça n'aurait guère importance en ce qui vous concerne. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais de tes propos. Classique de continuité. Sauf que le classique et les continuités, vous en faites un label pour nous dire que vous gérez en bon père de famille et que finalement cela assure la sécurité et l'avenir des Aixois dans un contexte difficile. Or, moi je prétends que ce contexte a beaucoup changé en très peu de temps. D'ailleurs, tu le constates toi-même, et que votre politique, dite de bonne gestion, va rapidement trouver ses limites. Je pense qu'effectivement, à partir de là, ce budget n'est pas assez ambitieux, ce budget s'arc-boute sur sa philosophie générale et ne prépare en rien l'avenir dans un contexte notamment de crise sanitaire extrêmement aiguë. En effet, comment rester dans la seule bonne gestion, qui est une condition indispensable d'une politique municipale, mais qui n'est pas une condition suffisante et qui ne peut pas être en elle-même sa propre fin. Comment donc continuer une politique de bonne gestion, que moi j'appelle d'austérité, alors que l'on n'a plus, tu l'as dit toi-même, ou de moins en moins, de marge de manœuvre en matière d'impôts et en matière fiscale, alors que les dotations de l'État, et je te rejoins, les dotations récurrentes de l'État, celles qui comptent sur le moyen et sur le long terme, baissent, et alors que la crise sanitaire, la crise économique et sociale portent atteinte de plein fouet, finalement, à ce que vous continuez à vouloir échafauder en termes de recettes, notamment. Tu l'as dit toi-même, demain, il ne restera que la taxe foncière. Tu dis qu'à Aix, vu la bonne gestion, on ne l'augmentera pas, alors qu'ailleurs, elle sera augmentée. Mais si la politique fiscale est réduite à ce point à la taxe foncière, un jour ou l'autre, vous serez amené, selon moi, à revoir votre position. Ce que je veux ajouter, alors, peut-être de plus important encore, c'est de quelle politique s'agit-il ? Vous nous dites que vous assurez la sécurité des Aixois, que vous revendiquez qu'il fait bon vivre à Aix et que, de manière générale, votre politique a porté ses fruits quant à la vie locale et la vie des citoyens aixois de manière générale. Je suis surpris. Je suis surtout surpris de l'argument de l'attractivité. D'abord, je m'en méfie beaucoup parce que ce sont des officines qui s'auto-déclarent ou se définissent comme expertes et qui, très souvent, sont très idéologiquement marquées. Très souvent. L'attractivité se résume souvent à la rentabilité, à la finance et peu souvent à la réalité économique. Ainsi,
Il n'y a pas longtemps, au mois de décembre dernier, le journal La Provence a publié un article qui dit tout d'une situation que je prends parmi d'autres, au hasard, le logement à Aix-en-Provence. L'article a ce titre « Aix, cher pour s'y loger, alléchante pour y investir ». Cher pour s'y loger, alléchante pour y investir. Eh bien, pour moi, ça, ce n'est pas de l'attractivité. Ce n'est pas de la bonne attractivité, en tout cas, au sens où nous aurions effectivement un logement très cher, un prix de l'immobilier très élevé, et des Aixois, comme on le sait, qui souvent ne peuvent pas se loger et doivent partir à la périphérie d'Aix, parfois loin, très loin, en utilisant évidemment leur voiture et en accentuant les problèmes de transport, de pollution, et non pas de bien-être, mais de mal-être de manière générale. Autre élément, encore une fois, sur le logement. Tu m'as entendu hier soir, j'étais bien seul à vous affronter tous, d'ailleurs en conseil de territoire, sauf avec évidemment ma collègue Claudie Hubert. Autre élément, comme ça, je constate, même si ça diminue un peu, que la ville d'Aix va payer 850 000 € de pénalité parce qu'elle ne respecte pas la loi de la République, la loi SRU, comme la plupart, ou un nombre important de communes de notre territoire, qui classent celui-ci dernier parmi les constructions de logements sociaux et l'application de la loi SRU. En termes d'attractivité, on fait tout de même mieux. Je ne sais pas si on vit bien à Aix-en-Provence pour tout le monde. Ce que je sais, c'est que pour les personnes à revenus modestes, un logement social, c'est souvent un espoir qui jamais ou rarement est comblé à temps. 5 à 7 ans d'attente pour avoir un logement à Aix-en-Provence. Je pourrais continuer les exemples, car encore une fois, le high-tech, la smart city, ce n'est pas toute l'économie, c'est même une toute petite partie de l'économie, et je pourrais te montrer, ou à Stéphane Paoli, que la high-tech, en plus, ne crée pas d'emplois. Elle ne crée même pas d'emplois. Donc l'attractivité, elle est à mesure. Elle est importante de la high-tech, il en faut, mais elle ne crée pas d'emplois. Et donc, si je regarde les transports, même si ce n'est pas que de la compétence de la commune, mais si je regarde les transports, si je regarde la propreté de la ville, si je regarde la qualité de vie, si je regarde la vie dans les quartiers, on ne peut pas dire qu'Aix est une ville attractive. Donc il y a un hiatus entre ce que vous présentez comme une bonne gestion qui assure l'avenir d'Aix et la réalité de la ville d'Aix, en tout cas celle que je vois moi tous les jours et dont on m'en parle tous les jours. Je voudrais ajouter un dernier élément, je ne veux pas être trop long, j'aurais des tas d'autres choses à dire, mais il y aura peut-être encore un débat. Je voudrais ajouter encore un autre élément qui me semble très important. Gérard, je sais que tu n'as pas été content que je dise ça dans le journal municipal, mais je pense que cette politique, c'est une politique qui, au lieu de lutter contre ce que toi-même tu dénonces, quant au fait que l'État se défausse de plus en plus de ses responsabilités, au lieu de lutter contre celle-là, elle l'accompagne. Lorsqu'on fait une politique d'austérité, même si on assure les grands équilibres, d'une certaine manière, on avalise l'idée qu'on ne pourrait faire autrement. Eh bien, moi, je dis qu'on peut faire autrement. Je pense qu'en termes de politique fiscale, ce que vous annoncez comme étant votre leitmotiv, pas d'augmentation d'impôts directs, est en fait une phrase publicitaire. Je l'ai déjà dit, dans la réalité, l'usager, les taxes indirectes sont très importantes à Aix-en-Provence et compensent la politique que vous affichez, et c'est donc très inégalitaire. Et selon moi, ça ne répond pas aux besoins des Aixois de manière générale. Je veux donner encore un ou deux exemples maintenant sur ces besoins immédiats. On va le voter en fin de séance. Vous prévoyez une subvention pour les associations étudiantes à un moment, vous le savez, d'extrême difficulté pour les étudiants. Mais c'est une subvention, excusez-moi, sans être
agressif, ridicule. 1 000 € pour cette association. On a fait une comparaison avec Aix-en-Partage. Miramas, ville de gauche au hasard, hein, Miramas, avec un budget évidemment bien plus modeste, une capacité bien plus modeste. C'est 4 000 € pour les mêmes associations étudiantes. Je ne parle même pas du choix des associations, c'est un autre débat, et là je dévierai par rapport au débat budgétaire. Mais vous voyez, c'est un exemple. Au moment où il y a à mettre le paquet sur nos étudiants et la condition étudiante, même si l'argent n'est pas magique, on voit bien qu'il y a des choix qui sont faits. Et c'est dans ce contexte, mais d'autres que moi s'exprimeront là-dessus, que je veux dire que la vie associative est fragile, en difficulté. Je vous accorde que vous ne baissez pas les subventions, mais les associations ne roulent pas sur l'or pour la plupart. Elles sont en grand danger. Et à une époque de crise, je dirais, sociétale, derrière la crise Covid, de crise du lien social, le monde associatif, dans sa grande diversité, a une très grande importance. Pour ma part, en tout cas, je lui accorde plus d'importance qu'à recruter, M. Dijon ne va pas être content, des policiers, un recrutement structurel pour 40 ans qui est fait, alors que M. Dijon nous avait annoncé une révolution copernicienne de la sécurité. Il y allait avoir un changement et une rupture incroyable en matière de sécurité, et il n'y a rien. Il y a simplement, on recrute des policiers et on va essayer d'étendre, si elle fonctionne correctement, la visioconférence. Eh bien, ce n'est pas ma conception et ce n'est pas notre conception des choix fondamentaux qu'il faut faire pour notre commune. J'ajoute 2 éléments. Cela, tu seras un peu plus d'accord avec, et c'est peut-être à ma gauche, si je puis dire que ce soit à ma gauche, que les choses seront un peu moins bien perçues. D'abord, il y a aussi la question métropolitaine. Tu as parlé justement des coopérations entre les collectivités territoriales pour l'aide aux communes, notamment. Bon. La question métropolitaine est essentielle là-dedans, pas simplement pour l'aide aux communes, mais pour savoir comment demain notre métropole va s'organiser, comment elle va pouvoir se sortir de son ornière actuelle qui est due au bilan catastrophique de M. Gaudin, qui est de votre majorité politique, n'est-ce pas? Et donc, comment va-t-on sortir de cette ornière qui risque, je sais que tu as ce souci, qui risque d'une certaine manière d'handicaper Aix malgré votre bonne gestion. Je signale, et je vais arrêter, c'est vrai j'ai été trop long, mais je signale à l'Assemblée, parce que c'est un moment important, que le département qui aide les communes s'endette pour aider les communes. Personne ne me contredira ici. Le département fait des efforts, continue à les faire, parce que sinon, on se demande ce qui arriverait, mais le département est endetté. Donc, on voit bien qu'on est à la limite de tout ce que nous pouvons faire et que cette dotation récurrente de l'État qui baisse et des collectivités territoriales qui n'ont plus les moyens pour différentes raisons, c'est véritablement un danger. Et la dernière chose que je veux dire alors à cette Assemblée, mais là je sors un peu du cadre d'Aix, bien que ça va concerner d'Aix, attention par ailleurs à ceux qui vont vous dire « mais il y a de l'argent ailleurs ». Il y a les milliards du plan de relance. Je vous dis attention, non pas que j'estime qu'il n'existe pas du tout, ça serait complètement imbécile de ma part, mais je pense que le plan de relance allié au contrat d'avenir, l'ancien CPER, c'est un moyen pour l'État, encore une fois, de contrôle. C'est un moyen pour l'État de redessiner le paysage institutionnel qu'il y a derrière. Les programmes vont d'abord être faits pour les grosses structures. Tu prétends, Gérard, que notre commune pourra émarger à ce plan de relance. Je demande à voir et à quelles conditions. Et ce que j'ai entendu hier de Madame Vassal, pour n'oublier personne, de Madame Vassal qui nous dit qu'il faut en quelque sorte mettre ensemble dans un seul contrat métropolitain ce qui relève du court terme, le plan de relance, et ce qui relève du moyen et du long terme, le CPER, pour les projets structurants ou les contrats d'avenir, m'inquiète
énormément. Je pense que les communes risquent de se rendre compte qu'elles auront beaucoup de mal à produire des projets à 1 à 2 ans et que sur les projets structurants, en revanche, elles vont être une nouvelle fois, si je puis dire, les dindons de la farce. Je vous remercie. Marc, merci. Avant de vous passer la parole, je vais répondre aux remarques de Marc. Plusieurs choses. D'abord, je considère, moi, comme un compliment ce que tu me fais. Je défends le classicisme. C'est vraiment, d'abord, c'est une époque importante, c'est une culture particulière, c'est tout un... Ça ne me gêne pas du tout que d'être classique. Je voudrais dire plusieurs choses dans ce que tu as dit. Tu dis qu'on n'a pas de marge de manœuvre face à la crise. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne l'ai peut-être pas suffisamment insisté, tu as raison, mais on a deux, en réalité, marges de manœuvre immédiates et on a une troisième. Immédiate, c'est la dette, je vous l'ai dit, on a augmenté sensiblement l'emprunt, et la deuxième immédiate, c'est les exonérations, partout. Madame le maire, hier encore, a envisagé une exonération importante, on en discutait avec Michael tout à l'heure, qui pèserait pour presque 450 000 euros supplémentaires. Je vais te dire, ce sont des marges de manœuvre vraiment importantes, qui sont liées à quoi? Au troisième point, à la gestion rigoureuse. Je voudrais faire une comparaison. Il y a peut-être parmi vous des gens qui savent manipuler un voilier. Vous savez, on a fait le Vendée Globe il n'y a pas très longtemps. Vous voyez comment on gère un voilier. C'est pas toujours facile, il faut être au près, il faut aligner, il faut tirer les bords, c'est un véritable travail. C'est à peu près la même chose pour le pilotage d'un budget et des affaires financières comme ça. Quand il y a un coup de tabac, comme la crise, parce que c'est vrai que c'est un coup de tabac, c'est un choc exogène, comme dirait un économiste. Qu'est-ce qui se passe? Que fait un voilier quand il y a un coup de tabac? Eh bien, il descend la voile. On fait ce qu'il fait, on essaye de se protéger. C'est ce qu'on fait, exactement ce qu'on fait. On descend les voiles quand il faut descendre les voiles. Et quand il faut mettre le SPI pour aller plus vite, ce qui est la dette, eh bien, on le met en place. C'est la même chose. Je veux dire, il faut regarder en tête cette comparaison. C'est extrêmement important. Le pilotage d'un voilier, eh bien, c'est à peu près à cela qu'on est conduit aujourd'hui. Et ça demande une finesse d'analyse, ça demande une connaissance des vents, une connaissance du bateau qui est extrêmement importante. C'est ça que j'appelle une gestion rigoureuse. Ce n'est pas la rigueur pour la rigueur, c'est la rigueur pour optimiser des situations. Rappelez-vous comment on pilote un voilier. Je crois que c'est très, très sensible. Sur ce que tu dis sur l'attractivité, je n'insisterai pas. C'est intelligent ce que tu dis. Tu casses le thermomètre. On a un thermomètre qui me dit une bonne température, il n'est pas bon ton thermomètre, tu le casses. Bon, tu as le droit. Moi, je ne le casse pas le thermomètre, je le garde. Et il me montre le thermomètre qu'on a la bonne température tout le temps. Voilà, ça c'est autre chose. Mais bon, tu as le droit de vouloir casser le thermomètre. En ce qui concerne maintenant le logement social, tu as évoqué toi-même ce qui s'est passé hier soir sur ce thème-là, qui était très très important. Je voudrais te rappeler, Marc, tu étais présent, ce qu'a dit le maire de Vitrolles. Le maire de Vitrolles, il est de ta sensibilité. C'est un homme dans lequel j'ai une grande estime pour lui. C'est un homme qui est raisonnable, c'est un homme qui travaille, qu'on essaye d'aider, avec lequel on fait ce qu'il faut pour une ville qui n'est pas facile. Vitrolles, ce n'est pas une ville facile. Lui-même a dit hier soir, il te l'a dit, en te pointant du doigt, Marc, il t'a dit, ce qu'a fait le Pays d'Aix sur le logement social, c'est très bon. Il l'a dit lui-même.
Il a surtout dit que vous deviez faire beaucoup mieux. Ça lui a permis de vous motiver au moment où vous êtes les derniers du classement. Dernier, hein, je veux simplement te dire qu'un type comme Loïc Gachon considère que ce qu'on fait dans le Pays d'Aix en matière de logement social, il le dit, hein, il a dit comme toi, il a dit il faut en faire encore, mais il dit on a fait tout ce qu'on a fait, eh bien c'est bien, on a essayé de faire le maximum de ce que... C'est lui-même qui le dit, c'est pas quelqu'un du Front National, c'est pas quelqu'un des Républicains, c'est quelqu'un de ta mouvance politique. Je voudrais simplement souligner ce point. On aura peut-être d'autres occasions d'en discuter là-dessus, mais franchement que nous, moi, la loi SRU, elle passe pas, quoi. Je veux dire, moi elle passe pas. Entre nous, moi, je suis favorable à du logement social. Je l'ai montré en m'occupant de la SACOGIVA. Quand je suis devenu président de la SACOGIVA, à la demande du maire, la SACOGIVA n'avait plus le label logements sociaux. Je me suis battu pour le faire. Et depuis, on n'arrête pas d'augmenter la part. Jacques, qui fait partie de notre conseil d'administration, tu le sais bien, on augmente à chaque fois notre quota, si tu veux, de logement social. Il faut savoir qu'on a une commission d'attribution des logements sociaux dans lequel c'est le sous-préfet qui attribue plus de 85% des logements qu'on met en place. Je veux dire, c'est vraiment... Et malgré ça, on le fait quand même. Malgré ça, on essaye de développer tout cela. Et puis, Jean-Louis Vincent pourrait dire mieux que moi encore tous les efforts qui sont faits à l'Office HLM, même si l'Office HLM est structurellement dans une situation qui peut être difficile à terme parce qu'il risque d'être absorbé par la métropole. Voilà ce que je voulais te dire. Sur notre police municipale, je ne suis pas surpris de ce que tu dis, hein, dans ta sensibilité, c'est normal. Je regrette que Sylvain Dijon, notre brillantissime adjoint à la matière, soit pas là. Il n'est pas là, il est atteint du Covid. Hein. On l'a appris depuis 48 heures et il ne peut pas être auprès de nous aujourd'hui. Mais je pense que le travail qu'il a fait là-dessus est exemplaire. Et il est en cours. Il n'est pas encore fini. Il est en cours. Pour l'instant, on ne l'a pas, là. Hein, ouais. Voilà. Je pense que tu l'avais reconnu, toi-même, d'ailleurs, à un moment, que sa réforme était significative. Oui, il est sur le terrain. Tu me permettras, et il travaille. Ça, Marc, tu me permettras de ne pas apprécier ce que tu dis sur notre position à l'égard de Gaudin. Franchement, s'il y a un maire comme Maryse, avec son équipe, qui, à l'égard de Gaudin, a dit la vérité depuis longtemps, c'est nous. Ce n'est pas parce qu'on était dans la même mouvance politicienne, si tu veux. On n'était pas d'accord avec la gestion de Gaudin. Tu connais peut-être les publications qu'on a fait à l'époque. J'ai envoyé à Payan, il y a 48 heures, ce qu'on disait, nous, depuis 2015. Ce qu'il dit aujourd'hui de Marseille, Payan, c'est exactement ce qu'on disait, nous, en 2015, sur la gestion de M. Gaudin. Hein. Ce n'est pas parce qu'il était un des leaders des Républicains là qu'on était d'accord avec lui tout le temps. Je te rappelle qu'on avait même voté à la métropole contre son budget. Contre son budget. Hein. Ce que tu vas sans doute faire ce soir sur le budget de la commune. Hein. C'était... voilà ce que je voulais te dire. Écoute, pour le reste... j'apprécie la façon dont tu interviens, tu le sais bien. C'est toujours modéré dans la forme et il y a toujours une pointe d'intelligence dans tes propos. Merci. Cyril ? Alors, Monsieur le Président de séance, mes chers collègues, dans ce budget, il y a un dossier qui est celui de la sécurité. Et sur ce dossier de la sécurité... en fait, on peut remercier la Marseillaise et la Provence de nous informer mieux que le conseil municipal, puisqu'effectivement, c'est dans ce journal que l'on apprend la politique municipale et la traduction budgétaire nous est présentée aujourd'hui sans qu'on sache vraiment où aller. Qu'en est-il dans ce budget? Sur l'investissement, 1,3% de plus pour l'équipement sur le poste sécurité.
Sur le poste personnel, 10 policiers municipaux supplémentaires. Et on apprend au passage que la vidéosurveillance et son entretien nous coûtent 705 000 € par an. Si on en croit la Marseillaise d'octobre, nous étions partis pour 150 caméras de plus. Si l'on en croit la Provence d'il y a un mois, nous étions partis pour 50 caméras de plus. Qu'en est-il? Si l'on étudie les chiffres d'autres villes, Angers, 153 000 habitants, 57 policiers municipaux. Nantes, 314 000 habitants, 113 policiers municipaux. Aix, une centaine de policiers municipaux et on nous en annonce 10 de plus. Pourquoi faire? Est-ce qu'il serait possible, pour que ce budget soit sincère et qu'on sache dans quel but, plus ou moins de policiers municipaux, plus ou moins d'équipements de sécurité, pourquoi faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il serait possible d'avoir une vision globale qui soit débattue dans cette Assemblée sur ce que vous comptez faire de la ville? J'aurais bien demandé à M. Susini, l'ancien adjoint à la sécurité, mais comme je partage l'avis de M. Dijon sur le bilan précédent, je demande à quelqu'un de l'équipe municipale ce qu'il en est. Merci. Bon, je regrette que Sylvain ne soit pas là, hein, mais dans la justification, Cyril, j'ai l'impression que c'est ça la question sous-jacente, les justifications de ces embauches de policiers municipaux. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une différence dans les problèmes de sécurité. C'est Jules Susini qui m'avait appris ça un jour quand il avait en charge cette délégation, qui m'avait dit qu'il y a une différence entre la réalité des problèmes de vol, de sécurité, et puis le ressenti. Et c'est un peu comme la température, si vous voulez, avec le vent et le ressenti. Et quand on est dans une situation où le ressenti de l'insécurité est trop forte par rapport à la réalité, on a une difficulté et il faut réduire cet écart entre les deux. Une façon de le réduire, une façon, et en particulier la visibilité de l'uniforme des policiers municipaux en particulier. Ça, c'est une des raisons qui existe toujours, je pense, aujourd'hui de façon importante. L'autre qui me paraît importante aussi dans les justifications, mais Sylvain le dirait mieux que moi, hein, il y a un point qui est, nous avons la commune la plus étendue de toutes les Bouches-du-Rhône. La plus étendue. On est dans le top 3 des communes les plus étendues de France, quand même. Voilà. Dans le top. Vous voyez, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc, alors, les difficultés, c'est quoi? C'est que les tournées en centre-ville, c'est assez facile de concentrer une petite équipe dessus. Mais dès que vous voulez aller dans la campagne, demandez à Gilles, hein, au Mille, demandez à la Durane, demandez les difficultés qu'il y a. Il faut que les équipes puissent se partager. On a un étalement sur l'ensemble de la commune qui est extrêmement important, qui exige c'est une deuxième justification, en plus du ressenti. La troisième chose qui se passe, enfin, à mon avis, mais bon, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir là-dessus, n'hésitez pas. Hein. L'autre chose qui me paraît importante, c'est qu'il y a une forme de déshumanisation des équipements et des façons de traiter les problèmes de sécurité. Je trouve ça dommage. Je trouve que les hommes, le contact avec les hommes, c'est peut-être le plus important qu'une caméra, c'est peut-être plus important qu'une voiture LAPI, c'est peut-être plus important que des choses comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, de reste, mais je dis que le contact humain est quelque chose de très important, en particulier dans toutes nos vies. Oui, Pierre, tu souhaites intervenir? Oui, merci Gérard. Pardon, Sophie, tu veux y aller en premier? Juste pour les informations, parce qu'on parle beaucoup de Smart City et Safe City depuis tout à l'heure, et c'est quand même un point qui commence à être de plus en plus important dans ces débats, et j'en suis ravi que M. Pénat et toute l'équipe de l'opposition en parlent. La Smart City, vous l'avez bien dit tout à l'heure, M. Pénat, soi-disant ne crée pas de nouveaux emplois, mais surtout elle n'en détruit pas.
il faut commencer aussi à comprendre qu'aujourd'hui le monde évolue et on arrive vers des nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, il faut que la ville soit prête à accueillir ces nouveaux métiers et la Safe City en fait partie. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de détruire des métiers, nous continuons à former nos agents pour que justement on se retourne vers la Smart City et qu'on maintienne nos métiers actuels. C'est déjà un grand enjeu pour nous. Et après, à partir des Smart City, on continuera à en créer. Et je pense que Stéphane Paoli, qui aujourd'hui est l'un des spécialistes dans le numérique, pourra confirmer cela via les différents sujets et projets qu'il a en région. Je voulais juste aussi rajouter sur la Safe City, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec M. Dijon, qui est quand même assez essentiel. Je te rejoins à 100%, Gérard, sur le besoin et la nécessité d'avoir des agents sur le terrain. Pour cela, et pour faciliter le travail des agents, des outils, malheureusement, même si je sais que M. Pénal n'aime pas ça, des outils de Smart City, de Safe City sont à disposition de ces agents pour permettre à ces agents justement d'être plus souvent sur le terrain et donc plus proches de la population pour leur permettre d'apporter des outils. Et ces outils-là, ils coûtent de l'argent, de l'intelligence artificielle derrière des caméras portatives, des caméras nomades, pour pouvoir observer, comme tu l'as très bien dit, l'un des territoires les plus étendus de France. C'est compliqué. Et pour cela, mettre des éléments du numérique, mettre des éléments du digital, permettront de centraliser l'effort des agents sur de la relation avec les ex-OIA, pour permettre d'agir localement, plutôt que de toujours vouloir critiquer. On arrive sur une solution qui est centralisée, on intervient sur des problématiques qui ont été identifiées grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, qui sont encore une fois au service des agents. Donc dans la réforme de M. Dijon, qui est en accord avec Mme le maire, il y a un énorme travail sur les outils mis au service des agents. Et ces outils mis au service de l'argent, ils coûtent bien évidemment de l'argent, mais c'est le travail, ça permet de pouvoir avoir plus de personnes sur le terrain, de l'îlotage, ce dont on parle assez régulièrement, et ce qui finalement permet d'avoir de la police municipale au plus proche des ex-OIA, et c'est cela qu'on demande, et c'est cela qu'on est en train de mettre en place, et c'est pour cette raison que nous investissons sur le long terme dans la Safe City. Je te remercie. Merci Pierre. Mais pourquoi ? Sophie ? En fait, on ne sait pas Merci quoi. Gérard. Oui, je crois aussi, de manière beaucoup plus prosaïque, que si le maire a souhaité qu'il y ait effectivement autant de recrutement de policiers municipaux, c'est parce que les effectifs de police nationale nous font cruellement défaut. C'est-à-dire que nous manquons de policiers nationaux qui, de fait, ne se déplacent que très rarement dans certains lieux de la ville. Je pense notamment au quartier politique de la ville, au quartier prioritaire, et ils ne viennent que pour des interventions type BAC. Ce qui fait que la population, finalement, entretient de ce fait un rapport avec les forces de police qui ne devient plus très sain et qu'on a effectivement besoin d'humains et besoin d'avoir un agent à qui on peut s'adresser pour poser une question, pour avoir un rapport humain, un rapport normal. Moi, je suis intervenue 4 fois auprès de différents ministres de l'Intérieur lorsque j'étais sénateur à cet égard. On a continué à ouvrir des sessions d'assises supplémentaires. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le personnel pénitentiaire qui accompagne les prisonniers, mais néanmoins, une fois qu'on est en audience, ce sont des policiers nationaux qui gardent les détenus. Et de fait, on est toujours en déficit croissant au niveau de la police nationale. Et la police municipale est amenée insensiblement, alors qu'ils n'ont pas exactement les mêmes missions, bien sûr, je dirais, à pallier cette déficience. Oui. La question, c'était combien de caméras, en fait ? C'est combien de caméras, quelle personne pour faire quoi, en fait ? C'est qu'on voudrait quelque chose de précis. Oui. On ne sait même pas aujourd'hui combien vous achetez de caméras supplémentaires. Sur les... Entre autres, mais on veut des éléments. Jules, tu veux intervenir ? Oui, moi aussi. Deux mots. D'abord, rappeler à mon ami que je ne suis plus en charge de la sécurité depuis 2014. Donc, j'ai un peu des manques. Mais il y a quand même un ratio qui m'est resté en mémoire, en dehors du fait qu'il est plus facile de lutter contre la délinquance, contre la peur. Et or, il y a une peur qui s'installe sur la plupart des villes. Il y a un ratio qui existe, c'est un policier municipal pour 1000 personnes. Donc le ratio de la ville d'Aix serait théoriquement de 150 policiers municipaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La réponse à ta question, ce que m'a donné M. Couchou, c'est de l'ordre de 400 caméras actuellement. Hein, voilà. Oui, madame ? Pardon. Agnès Dor pour Aix en partage. On va un peu rester dans le thème.
La délibération 0111 est retirée. C'était l'achat du véhicule équipé du système LAPI, du rachat à CEMEPA. Cette délibération est retirée. Alors, c'est dommage, dans un sens, oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle appelait quand même quelques questions, et notamment la question du prix d'achat par CEMEPA au départ, qui paraît très très élevé. Voilà. C'est retiré, on va le représenter la prochaine fois. Simplement, ça appelait, vous avez parlé de l'API et vous avez parlé également, vous avez dit au début qu'il faut tout faire pour aider dans la période nos concitoyens. Ça appelait simplement la question du stationnement. Dans une période de crise où les gens qui fréquentent Aix, parce qu'ils y habitent, parce qu'ils viennent y travailler et qu'ils viennent y consommer, on sait qu'ils se paupérisent dans cette période de crise. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger tout simplement la gratuité du stationnement, décision qui a été prise pendant le confinement et qui aurait aidé les étudiants et aussi les petits commerçants que vous avez parlé d'aider, parce que vous savez qu'il y a quand même une population de consommateurs qui se déportent sur Venelle et puis Ricard à cause du stationnement. Donc dans la période, ça appelait, c'était une partie de mon intervention sur cette délibération, est-ce qu'on n'aurait pas pu prolonger cette gratuité dans cette période de crise? Éric Chevalier. Tu as entendu la remarque qui a été faite? Oui, j'ai entendu, mais c'est vrai que l'application de cette mesure était liée au confinement stricto sensus, et que en matière de stationnement, ce qu'il faut voir pour le commerce, ce qui est important, c'est aussi le turnover. C'est-à-dire que je parle souvent de réglementation du stationnement et non pas du paiement de stationnement, parce qu'en fait, on constate que dans tous les points commerçants, ce qui est gênant, c'est ce qu'on appelle la voiture ventouse, c'est-à-dire la voiture qui reste toute la journée. Et de fait, c'est vrai qu'après on agit sur le tarif, on va dire sur le tarif et sur la franchise, mais de fait, la demande la plus importante pour les commerçants, c'est au contraire d'avoir un turnover, c'est-à-dire qu'il y ait du stationnement, qu'une place, au lieu d'être squattée une journée, même s'il y a de bonnes raisons derrière, hein, c'est pas ce que je remets en cause, le fait c'est qu'il vaut mieux qu'elle tourne 3 ou 4 fois ou plus dans la journée pour permettre justement que les gens viennent dans les commerces. Gérard, je me permets juste d'amener un élément sur le nombre de caméras, et parce que j'entends derrière, vous posez les questions et je me permets de répondre à tous, parce que c'est un travail qu'on fait main dans la main avec la police municipale, avec la DSI. Le nombre de caméras est important en termes de chiffres, mais il est surtout important en termes d'intelligence et de capacité de la caméra. Il faut garder en tête que les budgets qui sont présentés aujourd'hui permettent aussi de faire évoluer les caméras actuelles pour pouvoir proposer des caméras qui sont plus performantes, qui seront encore une fois de nouveau au service des agents. Donc en termes de chiffres, c'est compliqué de s'afficher sur des chiffres, il y a aussi des besoins en fonction des villages, et les différents villages qui nous proposent qui justement viennent nous voir pour avoir des caméras, on met en place des caméras plutôt nomades pour pouvoir justement traiter localement les besoins et traiter justement, parce que je ne vais pas vous apprendre que lorsqu'on met un mât de caméra, tout autour, il n'y a plus rien qui se fait, je suis d'accord, et sauf que justement, qu'est-ce qui se passe? La délinquance se déplace à 100 mètres pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc si à chaque fois qu'à 100 mètres, on doit remettre une caméra et un mât, ça devient compliqué. Donc il y a de nouveaux éléments. Les nouveaux éléments, c'est des caméras nomades, c'est des outils au service des agents qui permettront justement de pouvoir, des caméras nomades, notamment. Les caméras nomades, c'est quand même déjà, on fait partie des villes de France qui ont développé ces caméras nomades, qui nous ont permis aussi de traiter le plateau de l'Arbois, qui nous permettent aujourd'hui de traiter, par exemple, la délinquance sur le Puy-Ricard. Il y a un gros sujet, il y a du gros travail. C'est une grande superficie, et cette grande superficie oblige de mettre au service des agents des nouvelles technologies. Gaël, elle me demande depuis longtemps. Après Gaël, Monsieur Spano. Cyril, tu as déjà intervenu. Et après, je vous passerai, Madame Huard, je vous passerai la parole et Philippe aussi. Hein, oui, allez-y. Merci Gérard. C'est juste que je vous demande de faire en synthèse quand même. L'heure avance beaucoup. Hein. On est sur le budget. On n'est pas sur toute la politique communale. Hein. Je vous demande de ne pas faire attention à ça. On a des rapports importants sur d'autres choses. Oui, c'est juste que je voulais également intervenir sur la 0102. J'ai une intervention après sur la 0104, je la ferai après, mais du coup, comme on aborde ce sujet, c'était pour compléter sur la question du parc Jourdan.
Il y a un travail en effet qui avait été fait avec notamment les CIQ, il y avait eu des essais de table ronde, etc. Moi, je m'étonne de cette délibération parce qu'on va voter quand même ces 2 millions d'euros en AP. Alors, il y a 100 000 euros qui sont mis en 2021 et qui portent uniquement sur des études, et puis le reste porte sur des travaux. Donc, on a 100 000 euros d'études pour un projet qui, a priori, c'est ce qui avait été dit aux riverains, avait été bouclé en 2018. J'ajoute à ça qu'il avait été bouclé, mais sans doute mal, puisque, souvenez-vous, on a vu à un moment des travaux qui ont commencé sur le parc Jourdan. On a vu monter les poteaux du parc Jourdan d'un côté, et puis quelques jours ou quelques semaines après, pouf, on a vu que tout était enlevé, parce qu'en réalité, il y avait un projet de faire du parc Jourdan un jardin un peu comme le jardin des Tuileries, là, avec des flèches noires dorées à leur fin en haut. Ce projet coûtait 900 000 euros. 900 000 euros. Alors, dans la délibération que nous avons, et encore une fois, on vote des AP pour la somme de 2 millions d'euros, ce qui, tu en conviendras Gérard, n'est pas rien, surtout dans le contexte, avec 100 000 euros uniquement pour des études, sur un projet qui, a priori, avait été bouclé en 2018, soi-disant dans la concertation, mais pour lequel, en réalité, on avait fait des choses complètement en dehors des concertations qui avaient eu lieu avec les habitants, parce que ces flèches-là, aucun habitant, aucun CIQ n'avait été consulté pour. Dans la délibération que nous avons, les choses sont vraiment à peine ébauchées. Moi, j'aurais voulu qu'on ait des compléments d'information sur ce qu'il en est de ce projet de rénovation du parc Jourdan. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on reprend le projet tel qu'il était en 2018? Est-ce que c'est un autre projet? Qu'est-ce qu'il en est? Jean-Jacques Bien, oui, non, le service technique qui va te l'opération du donner parc Jourdan, les 100 000 euros dont vous faites état ne sont pas des montants liés à des études, mais à une programmation de maîtrise d'œuvre. Donc il y a... Écoutez, alors il y a peut-être un défaut dans le texte de la délibération. Il ne s'agit pas de montants liés à des études, parce que les études, effectivement, elles ont été déjà abordées en amont, mais bien d'un marché de maîtrise d'œuvre. Donc c'est une partie, en fait, de la programmation des travaux. Merci Jean-Jacques. Il y a Michael Zazoun qui veut dire aussi quelque chose. Vas-y. Merci Gérard. Gaël, si tu permets, je ne peux pas te laisser dire ça complètement, parce qu'en 2018, j'étais élu délégué au quartier des facultés et j'ai personnellement mené les concertations avec le CIQ de Mathieu Grisard, qui à la fois d'avant était ton colistier, et c'est lui qui est venu le premier sur le site du parc Jourdan avec moi pour noter tout ce qui pouvait être amélioré et apporté. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation avec l'ensemble des 4 CIQ, celui de Madame Tagarian, celui qui se situe vers la gare, celui des facultés qui est sur l'aile ouest du parc Jourdan, et celui de la colline de Cuques, Vivre ensemble. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Il y a eu plusieurs fois même avec la volonté de faire évoluer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Madame le maire a ajourné le projet pour le faire encore évoluer dans le sens qualitatif, puisqu'il s'agit du véritable poumon vert en plein cœur de ville. Et je veux dire, c'est un joyau, et autant le refaire ou l'améliorer, le refaire en une seule fois. C'est pour ça qu'il a été ajourné, pour y rajouter des compléments. Jules, je parle aussi sous ton autorité, puisque c'est ton service qui organise cela. Donc voilà, je voulais te dire que j'ai encore les comptes rendus et les visites. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a eu que ça. Merci Gérard. Non, mais pardon, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu concertation, j'ai dit qu'il y avait eu des concertations au départ et qu'ensuite elles avaient été avortées. Je voudrais simplement lire la délibération parce qu'il est écrit « Les crédits inscrits au budget 2021 permettront le financement de l'établissement d'un diagnostic général préalable de l'ensemble du parc et de préconisation de rénovation ». Donc il s'agit bien des études en 2021, les 100 000 euros de 2021. Non, mais ce n'est pas antinomique avec le fait qu'on lance un marché de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que dans le marché de maîtrise d'œuvre, il y a plusieurs parties, et notamment il y aura une partie diagnostique. C'est ce dont on parle, j'imagine, dans la délibération. Donc ce projet, il est très complet, puisqu'il doit intégrer donc, les contraintes liées au parc. Vous savez qu'il est occupé par deux grandes opérations durant l'été. Donc l'idée étant de pouvoir permettre au public de continuer à profiter du parc tout en autorisant les manifestations. Bien évidemment, il intègre toutes les problématiques liées à la liaison piétonne donc, de notre PNU, notre parcours naturel urbain. Je préfère l'appeler parcours que parc, mais il est vraiment au cœur, donc, au centre donc, de cette préoccupation de liaison piétonne, donc de problèmes de mobilité. Et donc, dans le contrat de maîtrise d'œuvre
qui fait partie de cette délibération, sont prévus tous ces éléments de contexte et bien évidemment l'écriture du dossier qui permettra de retenir les marchés de travaux ensuite. Voilà. Monsieur Spano. Oui, merci mon amiral de me donner la parole. Je vais filer un petit peu la métaphore maritime. Voilà. Non, mais notre bateau, Aix, mérite un petit peu de sérieux pris dans la tempête qu'il est, et nous, un peu responsables qu'on doit être devant les Aixois pour apporter les réponses qu'on doit faire et traiter les choses avec un peu de sérieux. Ça pour dire qu'on n'est pas en cours moyen deuxième année. Ce serait bien que... voilà. La situation est difficile, soyons constructifs. Moi, je voudrais dire d'abord en préambule que c'est bien que l'on passe un peu de temps quand même sur cette question primordiale qui est le budget annuel d'une commune comme Aix-en-Provence. Deuxièmement, et je pense qu'on va y revenir, moi je ne m'offusquerai jamais du fait qu'il y ait 58% de masse salariale dans une ville comme Aix-en-Provence, puisque le service public, comme on dit, a besoin de fonctionnaires pour répondre aux services que demande la population. Combien même il y en aurait 75 si le service est rendu, moi ça ne me dérangerait pas. D'autre part, on dit la Smart City. Moi ça me va, la Smart City, c'est très bien. Et on ne peut pas vouloir la Smart City et en contrepartie supprimer des emplois. Au contraire, ça va amener des emplois nouveaux et lorsque les machines tomberont en panne, il faudra qu'il y ait des gens qui réparent les machines avant que les machines soient capables de se réparer toutes seules. Donc voilà, ça c'était un petit préambule. Je voulais intervenir sur la question de la sécurité, mais je ne vais pas être polémique, je vais essayer d'être constructif. La sécurité, depuis de nombreuses années, depuis que l'on a instrumentalisé les peurs de nos concitoyens, occupe une place à part dans les politiques et les discours publics. Alors, notre président en a parlé tout à l'heure, Cyril en a parlé aussi, mais on voulait vraiment aborder ce sujet qui, pour nous, à Aix-en-Partage, est vraiment très, très important. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce mandat. Donc ce sujet sensible entre tous est soumis à une forte médiatisation. Il est devenu au fil des années un enjeu électoral de premier plan. Trop souvent, nos politiques de sécurité nationales, locales, sont influencées ou guidées par l'émotion et soumises à l'urgence et régies par des enjeux de court terme. Le recours à des données probantes permet d'analyser les besoins réels et les résultats des actions est à amplifier. La réalisation de diagnostics précis, ce sera l'objet de mon intervention, et le rapport aux citoyens aussi sur la police de proximité et la police municipale. Donc ces politiques nécessitent des diagnostics précis et un prérequis indispensable parce qu'elles apportent des éléments décisifs dans la définition des besoins et dans la mise en lumière des causes sous-jacentes des phénomènes de délinquance, de leur ampleur et de leur impact. Seul un diagnostic rigoureux engendre une politique efficiente dans un temps long. De bonnes relations entre citoyens et policiers sont une condition déterminante pour permettre à la population de se sentir en sécurité et à la police de travailler efficacement et sereinement. Je précise ici que moi je suis communiste et qu'il faut arrêter ces schémas de dire que même nous au sein de notre équipe, on n'est pas pour la sécurité, plutôt pour d'autres moyens pour réprimer la délinquance. Et j'ajoute que, par exemple, une ville comme Montreuil, que l'on peut apparenter en termes de nombre d'habitants, a obtenu le prix de la ville qui avait la meilleure prévention de la délinquance pour l'année dernière. Donc c'est aussi un signe que... Et il y a plus de caméras à Montreuil qu'il y en a à Aix-en-Provence. Même si, bien sûr, les territoires ne sont pas comparables, comme vous l'avez souligné, M. Bramoulet, tout à l'heure. Donc il faut veiller à la bonne qualité de ces relations entre policiers et citoyens, et ils sont primordiaux dans la mesure où la police est un acteur clé dans la chaîne de sécurité, de la prévention et de la répression. Malheureusement, ces relations se sont fortement dégradées ces dernières années. Les causes de cette dégradation sont bien connues et de nombreux rapports proposant des recommandations ont été publiés. Dans ce contexte, la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien est accueillie avec intérêt par beaucoup de maires,
convaincu de l'importance de l'ancrage local de l'action des forces de l'ordre et de la nécessité de recentrer sur l'action et la résolution des problèmes aux services rendus et citoyens. Je voudrais juste donner un petit exemple. Il y a eu un livre blanc pour la sécurité des territoires qui a été réalisé par le Forum français pour la sécurité urbaine. Ce forum regroupe un peu plus d'une centaine de maires, d'autres responsables de collectivités, et ils réfléchissent à la meilleure stratégie à mettre en œuvre sur les territoires pour répondre aux enjeux du triptyque dissuasion, sécurité, prévention. Et on trouve un grand nombre de propositions qui pourraient améliorer et la sécurité des habitants et lutter contre leur sentiment d'insécurité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et vous en avez parlé tout à l'heure, M. Bramoulet, et rapprocher les citoyens de leur police. Parce qu'à mon avis, c'est là qu'on a aussi un problème. C'est la première mission d'un service public, et a fortiori de la police, c'est de rendre service à la population de territoire. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce livre blanc, puisqu'il y a un peu plus de 120 propositions, mais toute la politique qui est sous-tendue par ce rapport et dans les 120 propositions, c'est vraiment de rapprocher la police des habitants. Par exemple, en soutenant, en termes d'ingénierie et de financement, l'observation, la mesure des phénomènes de délinquance, en désignant localement un policier référent qui puisse être interpellé par des habitants, renforcer le dialogue entre les forces de sécurité et les citoyens, développer des outils qui permettent d'apprécier la satisfaction des citoyens vis-à-vis du service rendu par les forces de sécurité. Bon, il y a beaucoup d'idées, mais il y a là-dedans l'idée qui est vraiment importante que les citoyens, comme ceux du CIQ ou des conseils citoyens, puissent être associés à la définition de... Je vais avancer, s'il vous plaît. Si, je vais faire vite. Je vais conclure. Mais voilà, l'idée, c'est que vraiment, on puisse resserrer les relations entre la police et les habitants d'un territoire, parce que je pense que c'est là que le bas blesse. Enfin, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, le budget municipal est très contraint pour cet exercice 2021. Perte de recettes, voilà, la perte que représentent les dotations de l'État, etc. Donc, vu que les moyens de la ville se réduisent et que nous sommes donc dans une période de crise qui dure maintenant depuis plus d'1 an, je me disais que est-ce qu'il était bien pertinent aujourd'hui d'embaucher de la police municipale? D'autant que, vous l'avez dit tout à l'heure, on a 107 policiers. J'ai vu ça sur le site du ministère de l'Intérieur. Et on a un peu plus, 60 ASVP. Donc, bon, sauf s'il va y avoir une translation des ASVP vers la police municipale, ce qui, en gros, ne changera pas beaucoup le budget des forces de police. Mais bon, je pense que M. Dijon et vous-même avez réfléchi au fait de faire monter les policiers des ASVP dans la catégorie des policiers. Mais bon, voilà. Moi, ce que je me posais comme question, c'est que vous avez dit tout à l'heure tout l'intérêt, combien la masse salariale, et c'est normal, pèse sur la commune, mais il faut quand même des fonctionnaires pour répondre à cette difficulté. Je me pose la question, moi, du moment pour le faire. Bon, je ne vais pas débattre de la question de la vidéosurveillance et du bluff, voire de la supercherie que représente la vidéosurveillance dans bien des cas, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne fait que déplacer la délinquance, et ça ne remplacera jamais le contact humain. Mais bon, voilà. M. Spano, on a bien compris. Merci. Vos remarques. Je partage beaucoup de vos points là-dessus. Je pense véritablement que les bonnes relations entre le citoyen et les policiers municipaux, c'est très très important. C'est d'ailleurs un des intérêts de la police municipale, c'est qu'elles ont la police municipale a plus de proximité avec le citoyen souvent qu'avec la police nationale. C'est vraiment le cas. Je suis d'accord avec vous aussi ce que vous avez dit sur la Smart City et la relation avec les emplois. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, la technologie, c'est pas forcément quelque chose qui doit réduire le niveau des emplois. Gaël ?
Oui. Gaëlle et Cyril, après. Oui, merci. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais 2 interventions. Donc la deuxième portait sur la 0104, c'est les écoles et la végétalisation des écoles. D'abord, je voudrais me réjouir. Écoutez, alors c'est un conseil municipal assez extraordinaire aujourd'hui. Parce que j'entends parler d'humain dans la sécurité, du fait qu'il faut donner la priorité à l'humain et pas aux caméras. J'entends dire des choses absolument magnifiques. Alors bon, d'autres un peu moins, hein, parce que sur le parc Jourdan, on a bien compris que la priorité était donnée aux exposants et aux salons et non pas aux habitants. Mais quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès. Et puis alors là, sur ce dossier des écoles... C'est faux. Ah, écoutez, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Mais je vous fais... Écoutez, puisque c'est tellement extraordinaire, je vais vous faire confiance aujourd'hui. Je suis certaine que la concertation qui avait eu lieu, Michael, parce que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de concertation, je suis certaine que cette concertation va reprendre et qu'on évitera absolument les erreurs du type ces flèches dorées pour 900 000 € qui étaient montées et redescendues tout aussi vite. J'en suis certaine parce que voilà, il y a une ambiance, je ne sais pas si c'est la crise du Covid qui fait que l'humanisme ressort, mais écoutez, c'est magnifique. Et donc là, sur les écoles, alors c'est un dossier, vous le savez, je regrette que Brigitte soit pas là, Brigitte le sait, c'est un dossier qui m'importe et dont je me suis occupée depuis plusieurs années. Il y avait en son temps des parents qui étaient venus un été parce qu'il fait extrêmement chaud dans les écoles, etc. Moi, je me réjouis vraiment de voir que les choses enfin avancent. On a mis le temps, mais enfin ça avance et on va vers cette végétalisation. Alors, je voulais quelques renseignements un peu plus précis sur cette délibération parce que, bon, en effet, il y a la question des écoles prioritaires là, qui a été pointée. On nous dit qu'il y en a 27 qui sont prioritaires. Bon, on n'a pas la liste, mais il y en a 27 qui sont prioritaires. On vote une délibération pour un montant de 5 millions d'euros pour la végétalisation de ces cours d'école. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la végétalisation de 27 écoles, c'est-à-dire les 27 prioritaires, ou est-ce que c'est la végétalisation des 78 écoles de la ville? Donc c'est 5 millions d'euros répartis sur... La réponse est oui, c'est l'enveloppe pour l'ensemble des écoles, et pas pour les 27 uniquement. Hein? D'accord, mais c'est uniquement sur la végétalisation. Donc, il y a encore un travail à faire. Moi, Brigitte le sait, je suis tout à fait volontaire pour apporter ma pierre à l'édifice, non pas pour contraindre ou je ne sais quoi, mais vraiment pour travailler avec vous, parce que c'est une très bonne chose, cette végétalisation. Il y a d'autres choses à faire, comme dans certaines écoles, simplement l'installation de rideaux. Dans d'autres écoles, simplement permettre que l'on puisse ouvrir les fenêtres la nuit et ce genre de choses. Okay. Moi, s'il y a une commission là-dessus, je suis volontaire pour le faire avec vous, parce que c'est vraiment très important pour nos enfants. On va vers un réchauffement climatique, donc ça va être de pire en pire chaque année. Vous avez monté la première marche, eh bien je vous invite à continuer. Merci. Ok, merci Gaëlle. Cyril, en synthèse, si tu veux, et Marc après, et peut-être après on s'arrêtera. Hein? Alors, du coup, c'est un peu compliqué d'avoir toutes les délibérations d'un coup, puis après de les mélanger comme ça. Peut-être que si on les faisait les unes après les autres, ça serait peut-être un peu plus lisible pour tout le monde. Sur la végétalisation, super. Est-ce qu'il serait possible donc d'avoir l'audit, comme on fait la même demande que le groupe de Aix-au-Cœur, et est-ce qu'il serait possible que les directeurs d'école ou les enseignants ou les conseils d'école soient associés? Parce que quand j'ai vu la délibération, j'en ai appelé quelques-uns pour savoir quel était le diagnostic chez eux, et en l'état, ils n'étaient même pas au courant qu'on diagnostiquait. Ils n'étaient même pas au courant qu'on diagnostiquait chez eux. Donc, si on pouvait les associer. Si on pouvait les associer, ça serait bien. Après, Cyril, je partage l'avis de M. Suzini et de M. Bourdon. C'est vrai que quand on est, si j'étais taquin, si on est une nouvelle équipe qui arrive, il y a des choses que l'équipe précédente n'a pas fait, accéder au jardin, la cour pas bien gérée. Bon, il faut vous laisser un peu de temps pour arriver à débloquer ce genre de situation. Bon, donc si vous pouvez les associer... C'est une bonne remarque, mais c'est prévu. Voilà, okay. Merci. Marc, Gérard. Non, c'était absolument... Gérard. Non, la deuxième chose, c'est sur le PLAI. Je ne vais pas être très long parce qu'il faudrait en discuter longuement, mais est-ce qu'il sera possible au prochain conseil municipal d'avoir la loi Duflot de 2013 oblige à 30% dans le logement social qui est du PLAI? Je ne vais pas rentrer PLS, PLS, oui. Et donc on est le chiffre actuel, puisque à ma connaissance, l'an dernier ou il y a 2 ans, le volume de PLAI n'était que de 20% au lieu de 30%. Est-ce qu'on pourrait avoir l'actualisation de cette donnée? Fermons la parenthèse, vous nous répondrez peut-être la prochaine fois. Et du coup, moi, ma question, c'était sur, excusez-moi, c'est la question des sanisettes et des toilettes publiques. C'est la question qui fait rire peut-être beaucoup, mais qui n'est pas si ridicule que ça, et qui est la question 1.13. J'étais intervenu le 12 octobre, puisque vous nous aviez proposé une prolongation du marché public
pour ces sanisettes. Et nous avions évoqué le fait qu'elles étaient trop insuffisantes, puisqu'il n'y avait que 8 sanisettes pour 150 000 habitants, ce qui est très en dessous de la moyenne. Et quelqu'un qui est parfois de bon sens pour vous, Madame Joissains, notre maire, avait expliqué qu'elle pensait qu'il fallait 15 sanisettes. Donc je me suis dit, super, puisqu'ils vont lancer un appel d'offres le mois suivant, c'est-à-dire que le 24 ou le 20 octobre est lancé un appel d'offres pour faire des sanisettes, je me suis dit, parole d'évangile, l'équipe municipale va écouter le grand timonier, puisqu'on suit la métaphore du yacht ou du bateau, l'équipe municipale va écouter son grand timonier et va donc basculer en mettant dans l'appel d'offres 15 toilettes publiques. Et donc, aujourd'hui, nous est proposé délibération 1-13, 8 toilettes publiques comme précédemment. Alors, est-ce que Mme Joissains n'est plus écoutée dans cette équipe? Ça serait dommage. Est-ce qu'il y a eu une erreur qui s'est glissée? Ça serait dommage aussi. Donc, est-ce qu'il serait possible de faire un appel d'offres avec ce qu'a demandé Mme Joissains, c'est-à-dire 15 toilettes publiques, puisqu'il en manque cruellement dans la ville? Merci. Jean-Louis, tu veux bien répondre à la première question? Oui. Alors moi, l'appel d'offres, c'est lui. Et après, on fera la sanisette. Hein. En tant qu'adjoint à la commande publique, sur le PLAI, pardon. Alors, le ratio de PLAI de 30% sur Aix, il est extrêmement difficile à atteindre pour une raison très simple, c'est que tout le logement étudiant est en PLS. Dès lors qu'on a énormément de PLS, ça suppose d'avoir beaucoup plus de PLAI qu'il en faudrait naturellement, parce qu'on intègre le PLS dans le logement social, et lequel fausse complètement les ratios du logement social. Alors, j'entends ce que vous dites. On a présenté au sous-préfet le plan triennal. On est arrivé à 2/3 de nos objectifs en termes de PLAI, et on travaille encore avec le service de l'urbanisme aujourd'hui à produire du PLAI. Mais chaque fois qu'on fera du logement social, il faudra remonter le nombre de du logement étudiant qui est classé en PLS. Ça modifie le ratio. Donc c'est le logement étudiant qui trouble un petit peu l'organisation du logement social et le taux de PLAI. Ok, merci. Michael, si tu veux répondre sur les sanisettes. Absolument, Gérard, je tiens à répondre et à apporter quelques précisions à M. Diméo. Je vous avais déjà répondu au travers de la Provence. La ville d'Aix compte 8 sanisettes. Il y avait un marché public. Lorsque ce que vous évoquiez tout à l'heure, le marché était déjà lancé, donc il n'était pas question de changer le cahier des charges. Maintenant que le marché a été renouvelé, je l'ai appris, une étude va être lancée pour rajouter des sanisettes, quelques-unes, mais très peu. Mais l'appel d'offres a été lancé le 20 novembre. Et là, c'est la conclusion de l'appel d'offres. Monsieur Diméo, je ne vous ai pas interrompu. Soyez gentil de me laisser terminer. Il faut savoir que les sanisettes, tout le monde en demande, mais personne n'en veut devant chez soi. Donc concrètement, quand vous gérez, et vous ne gérez pas, et nous gérons sous l'autorité de Madame le maire, et qui est très écoutée, nous, on gère et on est en concertation avec les gens. Et tout le monde en veut, mais tout le monde en veut ailleurs. Il y en a dans tous les axes majeurs de la ville. Une étude maintenant, pour ne pas interférer avec le cahier des charges qui a été établi et l'appel d'offres. Une étude maintenant va être menée pour savoir si on peut en rajouter et où. Ce que je veux vous apporter comme précision, c'est qu'il y a 8 sanisettes automatiques d'ECO à Cézanne, Rotonde, Garoutière, Encagnane, Geste de Bouffant, Parc de la Torse, Luynes et Levallois-Saint-André. Mais il y a aussi des toilettes publiques rue Montclar, à l'hôtel de ville, à Puricard, Boulodrome d'Encagnane, dans les parcs, les parkings, les cimetières, à la gare. Donc si vous voulez, la ville n'est, contrairement à ce que vous dites, pas dépourvue de toilettes. Et aussi, je voudrais vous faire une observation, c'est qu'on est en période extraordinaire, c'est-à-dire qu'on sort d'un fonctionnement ordinaire. Il y a la crise, et ça ne vous a pas échappé, du Covid-19, et tous les bars et restaurants sont fermés. Parce que quand vous faites des enquêtes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans des toilettes publiques, qui aiment aller au restaurant ou prendre un café et avoir l'usage des toilettes de l'établissement. Il faut faire une étude, et c'est ce que nous faisons comportemental, pour savoir aussi la proportion de gens qui veulent aller ou pas dans les toilettes publiques. Donc c'est facile de balancer en l'air comme ça des cruellement et des termes de ce genre, alors que c'est quand on n'est pas en gestion qu'on peut penser comme ça. Quand on l'est, on voit les choses autrement, c'est-à-dire dans la réalité. C'est le propos de Madame Joissains. Voilà. Et donc, elle en voulait 15. Si vous voulez, je termine. Voilà.
les bars et restaurants étant fermés, ça gêne un petit peu ce fonctionnement-là, mais encore une fois, tout le monde en demande, enfin beaucoup, mais personne n'en veut devant chez lui. Voilà, j'ai terminé, Gérard. Oui, merci pour ta réponse. Marc. Oui, Gérard, je vais essayer de terminer sur cette séquence, pas être trop long. C'est vrai que ça a été long, mais je ne pense pas trop long, comme beaucoup ont dit. C'est un débat budgétaire très important, c'est la politique de la ville qui est en jeu. La démocratie demande du temps, on n'est pas dans un club où il y aurait des règles qu'il faudrait suivre a priori. C'est normal que ça ait mis du temps et je trouve ça sain. Et je t'en remercie, Gérard, parce que tu es là sur le devant de la scène, tu dois répondre à beaucoup de questions, même si l'équipe municipale le fait également. Tu t'es à un moment donné énervé, mais moi je te connais, je trouve que tu es un homme vraiment de débat, de grande qualité, donc je t'en remercie de ce côté-là. Ensuite, je voudrais revenir sur 2 ou 3 points et te poser une question, tu verras, de fiscalité à laquelle je voudrais avoir une réponse. Mais tout d'abord, je veux revenir une dernière fois sur le logement social, mais différemment, je te rassure que la loi SRU en elle-même. C'est l'intervention de Jean-Louis Vincent qui m'amène à cette réflexion qui est en fait une réflexion plus générale. La contrainte de notre territoire qui le classe si mal, c'est pas seulement, même si tu as raison, Gérard, la rareté du foncier, plus beaucoup de contraintes liées au territoire tel qu'il est, sur les incendies, les inondations, les risques, etc. Il y a un autre élément fondamental, c'est le prix du foncier. C'est le prix du foncier élevé, très élevé, trop élevé, qui handicape la politique en matière de logement social, comme dans d'autres domaines. Pour le dire autrement, et encore faire de la politique, excusez-moi, au bon sens du terme, la rente et l'investissement, ce n'est pas compatible. Et nous sommes trop, quand je dis nous, ce n'est pas que le territoire d'Aix, d'ailleurs je pense plus largement en PACA, nous sommes trop un territoire de rente, vu le prix du foncier de manière générale, vu le prix du patrimoine de manière générale, et ça handicape l'investissement. Normalement, tout économiste sérieux ne peut pas me contredire, et pour moi, le logement, qui est un devoir impérieux, c'est un investissement social ou pas social. Je ferme la parenthèse sur le logement social et le logement, sauf sur un point. J'en ai parlé la fois dernière, je veux y revenir quelques instants parce que l'épisode n'est pas terminé. Les bailleurs sociaux. Tu as eu l'air de dire, Gérard, que les bailleurs sociaux, on travaillait bien avec eux. Je pense qu'il y a à boire et à manger dans les bailleurs sociaux. Et il y en a qui vraiment sont peu fréquentables. Et je veux là, une nouvelle fois, pointer la Logirem. Parce que depuis la fois dernière, et ce que je vous ai raconté à la Croix-Verte, au Jazz de Bouffon, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Pourtant, les habitants, eux, se sont bougés, ont essayé de toucher à Logirem, ont écrit à la Logirem sans aucune réponse. Pour ma part, j'ai écrit à la Logirem et je veux vous dire ce que j'ai mis dans ce courrier. Dans ce courrier, je n'ai pas fait que rappeler les droits du bailleur. J'ai rappelé ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, étant dans un quartier dit prioritaire, ce bailleur ne paie pas, on y revient, d'impôts fonciers, de taxes foncières, et ce bailleur, donc, du coup, a encore plus d'obligations, et je lui ai dit que si il continuait, c'est devant les tribunaux que ça allait se régler. Voilà. Il faut que vous sachiez qu'on en est là, que les associations de locataires en sont là, et que là-dessus, il y a un énorme problème. C'est ajouté, si je puis me permettre, c'est ajouté d'autres éléments depuis que je suis intervenu, comme par exemple des pannes de chauffage récurrentes depuis des mois. Il y a des gens qui sont sans chauffage et sans eau chaude. Il se trouve qu'il y a des colistiers d'Aix-en-Partage qui étaient sur notre liste aux élections municipales qui sont touchés. Donc nous le savons de première main. Rien n'est fait. La Logirem ne répond à rien, elle a changé de métier, elle n'est plus un bailleur, elle vend des appartements, et c'est souvent d'ailleurs de l'entourloupe pour ceux qui l'achètent. Je ferme la parenthèse. Donc là-dessus, nous allons continuer à agir, nous allons voir les habitants, et nous allons continuer à demander à ce bailleur, s'il le faut en justice, de remplir ses obligations. Ça me permet une remarque, c'est vrai, un peu politique ou politicienne.
Vous avez nommé un nouveau monsieur Jas de Bouffant, suite, même s'il ne faut pas en parler comme l'affaire Dreyfus, suite aux propos et à la suspension de Françoise Terme. Mais je veux vous dire une chose là-dessus, je ne remets pas en cause sa bonne volonté, mais justement, c'est dommage qu'aujourd'hui on n'ait pas pu aborder un certain nombre de questions parce que vous avez un nombre d'adjoints qui est limité. Il faudra bien qu'à un moment donné, si vous voulez faire rentrer ce nouvel arrivant avec une vraie délégation pour qu'il puisse avoir véritablement une efficacité et qu'aussi on considère quand même ce quartier de 35 000 habitants, je le rappelle, il faudra bien que vous fassiez des choix. Vous avez fait de mauvais choix, essayez d'en faire des bons pour l'avenir en ce domaine. Voilà, j'en ai terminé. Et comme Madame Huard, je voudrais que l'on soit partie prenante des commissions d'attribution de logement et je trouve qu'il se trouverait normal que l'opposition y soit, non pas pour y faire de la polémique, mais par souci d'équilibre et de transparence. Je suis par exemple dans la cellule Covid toutes les semaines et ceux qui participent ici à la cellule Covid savent très très bien que j'y vais avec un esprit constructif et pas du tout pour essayer de chercher... Avec beaucoup d'assiduité. Voilà. Pas pour essayer de trouver des noises ou des problèmes. Bon, donc, je voulais vous dire que là-dessus, nous aussi, nous sommes candidats. Ça, c'est un premier point très important. Sophie, sur la police nationale, municipale et la police de proximité, ce que tu dis est théoriquement juste, mais pratiquement, je trouve que la politique que vous allez mener va conduire à l'exact inverse. Tu dis justement qu'ils n'ont pas les mêmes missions, la police nationale et la police municipale. Et tu dis assez justement que vu les moyens restreints aujourd'hui de la police nationale, c'est beaucoup plus une politique d'intervention qui est peu au contact des habitants au bon sens du terme. Et tu espères que la police municipale, elle, pourra jouer ce rôle de police de proximité. Malheureusement, on a tué la police de proximité il y a 20 ans, j'y reviens pas, il y a bien longtemps, et aujourd'hui, elle n'est pas rétablie. Et en confiant de plus en plus à la police municipale des missions qui relèvent de la police nationale, on répond à un besoin immédiat, mais l'on se trompe. On va faire de plus en plus aussi, même si vous continuez à recruter des policiers municipaux, on va faire de plus en plus de ces policiers municipaux des policiers d'intervention qui ne vont pas être auprès de la population en îlotage, mais de plus en plus éloignés de la population. Déjà aujourd'hui, les quartiers populaires d'Aix se plaignent, tu le sais Sophie, de l'absence ou de la faiblesse de la présence de la police municipale dans ces quartiers. Je ferme la parenthèse sur la police, mais je voulais dire ça. Alors là, c'est un mot sur la high-tech. On m'a peut-être pas bien compris. Attends, juste un instant, Marc, oui, je vais quand même te répondre. Que les policiers municipaux, on avait justement une réunion il y a 2 jours sur le sujet, les policiers municipaux seront en îlotage sur les quartiers et villages de la ville d'Aix-en-Provence. Donc, ils ne seront pas en intervention, ce qui est réservé à la police nationale, sauf flagrant délit, mais ils auront effectivement une mission qui sera celle de la rencontre avec les habitants et d'être les garants surtout de la tranquillité publique. Couplé à ce recrutement majeur de policiers municipaux, on a aussi pris des médiateurs au niveau des bailleurs sociaux, je pense à Dune en l'occurrence, qui vont être logés au-dessus de la maison de la justice et du droit. Les travaux vont bientôt débuter. Et dans le même temps, encore une fois, il y a aussi les ASVP. Et tout à l'heure, il y a eu une idée qui me paraissait pas juste, qui était de dire que les ASVP allaient devenir des policiers municipaux. Quand bien même certains passeraient le concours et rentreraient dans la police municipale, il est évident que le volant des personnes ne changera pas. Voilà. De ces réponses précises. Alors, je n'ai pas terminé, mais après, je vais presque terminer. Je voulais juste dire... Non, mais là, ça va aller dans votre sens sur un point. Je salue l'annonce de Jean-Louis Vincent que tu as relayée, j'avais oublié de le dire, sur l'Office foncier solidaire. Là aussi, un peu comme Aix au cœur, c'était l'une des grandes propositions dans notre campagne électorale. Donc, je suis heureux que vous en veniez à ce type de solution qui me semble effectivement très importante. Je termine sur 2 points. Après, je te pose une question fiscale. Je termine sur un point, la high-tech, simplement, pour que personne ne croie que je suis tout à fait ignare en économie. Quand je dis qu'elle ne crée pas d'emplois, ce que je veux dire, c'est que l'essentiel des emplois, personne ne me contredira ici, de la high-tech, c'est la sous-traitance et les services. Or, la sous-traitance et les services sont
en dehors de notre territoire, ne sont pas sur notre territoire, y compris en PACA. C'est l'un de nos grands problèmes parce que ça serait pourvoyeur d'emplois. Et aujourd'hui, ils sont ailleurs, ces emplois. Voilà ce que je voulais dire par là. Et on ne peut pas faire reposer l'économie sur la high-tech seulement. C'est tout ce que je voulais dire. Je termine, Gérard. J'ai une question sur la taxe foncière. J'ai une question. Il y a la part communale qui n'a pas varié, 17,64. Il y a la part du département qui n'a pas varié. Il y a en revanche une variation importante, c'est celle dite de l'intercommunalité. Alors, est-ce que c'est l'intercommunalité d'avant? Est-ce que c'est la métropole? Je vois que le taux était de 0,406 en 2017. Il passe à 0,604 en 2018. J'ai pris ma feuille d'impôt, hein. En 2019, il passe à 0,804 et il est de 1% en 2020. Donc on a une augmentation constante. Je voudrais que tu m'expliques de quoi il s'agit. Enfin, il y a cette fameuse nouvelle taxe, enfin, je crois qu'elle est nouvelle depuis peut-être 2018-2019, tu me le diras, c'est la taxe GEMAPI. Et je voudrais que tu m'en parles aussi, parce que ça vient s'ajouter à ce qui fait le cadre et la totalité de la taxe foncière, et je voudrais comprendre. Merci. Marc, plusieurs choses. On va sur le prix du foncier d'abord, que tu as évoqué tout à l'heure. Il faut que tu saches une chose que tout le monde ne sait peut-être pas, mais tu as raison sur le niveau élevé du prix du foncier dans notre commune. Mais il faut que tu saches pourquoi. Il en est ainsi parce qu'il y a des injonctions contradictoires de l'État là-dessus. Vous savez que nous avons une des communes très bien étendue, de façon importante. Plus de 80% du territoire de la commune est inconstructible, en grande partie pas du tout par les décisions de la commune, ou par un PLU ou un PLUI, mais parce qu'il y a des réglementations sur les zones agricoles, les zones boisées classées, les zones inondées, le Natura 2000, tout le Concorse, le Grand Site, etc. Quand tu as une réglementation comme ça qui bloque 80% du territoire, tu as créé la rareté. Et la rareté, hein, ça fait augmenter le prix. Mais on a des moyens pour essayer de limiter la casse là-dessus. On en a parlé tout à l'heure. L'établissement foncier solidaire en fait partie. La différenciation entre la nue propriété pour les locataires et puis les services, c'en est une autre. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute une série. On fait dans les zones d'activité qu'on a montées, on essaye de mettre en place des accessions à propriété à des prix maîtrisés. Hein. On essaye de réduire le prix de sortie, etc. Hein. Ce sont des choses. Voilà, c'est un peu long, mais c'est important. Pour la loge IREM et le ZAD de Bouffan, cela. Tu veux bien intervenir, hein? Merci Gérard. Bonjour Monsieur Marpena. Merci pour vos commentaires sur le réseau Facebook où vous m'avez accueilli grandement suite à ma nouvelle délégation. Il fallait un peu vous chambrer, mais en fait c'est pas vous que je visais, vous savez très bien, mais la situation elle-même. Vous n'avez pas de statut, monsieur. Réclamez à la municipalité. Donc à l'arrêté municipal n'est pas un statut. D'accord, merci. Votre municipalité, votre majorité, un statut, ça vous donnera plus de légitimité pour travailler et bien travailler. Je sais que vous en avez l'intention. Alors, il me semblait. Je suis désolée. Je réponds sur la loge IREM. Donc on les a reçus, comme convenu lors du dernier conseil municipal. On a reçu Madame Troidec, avec qui nous avons longuement discuté, en présence aussi des services de la ville. Je tiens à rappeler que ce n'est pas un sujet nouveau pour la ville, ni pour les services de la ville. Et vous n'allez pas faire croire à tout le monde que c'est vous qui allez faire bouger les choses, puisque une étude a été réalisée juin dernier par un cabinet d'architectes et qui dit clairement que les locaux de collecte d'ordures ménagères ne respectent pas la réglementation. Donc la loge IREM est bien au courant de ça. Des solutions ont été envisagées et discutées par ce cabinet d'architectes. Nous avons vu cela ensemble. La métropole valide dans le principe cette étude et les solutions proposées. Donc là, on attend juste les validations techniques et c'est prévu donc fin 2021 la mise en place de nouvelles lieux de collecte pour les ordures ménagères.
Et donc la situation est censée s'améliorer au niveau de la Logirem. Nous allons veiller à cela, nous allons travailler, nous allons continuer à les voir, à garder donc un cap. C'est l'une de nos priorités sur le gaz de Bouffant. Il y a également le sujet des incivilités qu'il va falloir régler. Donc on a abordé ça également avec M. Sylvain Dijon et Mme Sophie Joassin lors d'une réunion mercredi dernier sur comment mettre en place des solutions, notamment comme celle discutée par mon collègue Pierre-Emmanuel Casanova avec des caméras nomades, pour essayer de voir comment lutter contre ces incivilités-là, puisque c'est des dépôts sauvages qui sont intolérables pour les habitants de la Logirem. Ensuite, concernant la high-tech et la Smart City, vous dites que ça ne crée pas d'emplois. Je pense qu'on va vers l'avenir. L'avenir, c'est le digital et le numérique. C'est d'ailleurs même le présent. Donc, l'emploi va être créé, puisque les startups Exois sont en train d'émerger. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça ne crée pas d'emplois, puisque même au sein de notre majorité, nous avons des start-upers qui sont en train de réussir et qui créent de l'emploi sur Aix-en-Provence. Merci. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 4 rapports de la vie institutionnelle? Pas de questions? Oui? Cyril? En fait, c'était simplement une question sur la 2.2, sur la CEMEPA et le rachat des actions de Vinci. Est-ce qu'il est possible de connaître le motif pour lequel Vinci cède ses actions, et est-ce que c'est lié au contentieux que nous avons, notamment sur la rétrocession des parkings entre la métropole et la ville? Est-ce que c'est une des phases de résolution de ce contentieux, et dans ce cas-là, quelle est l'avancée de ce contentieux? Et l'actionnariat de la CEMEPA fait apparaître des personnes privées, je ne vais pas te donner leur nom, est-ce que ce ne serait pas pertinent que du coup, c'est une vieille histoire, j'ai compris d'où venait cette vieille histoire, est-ce que ce ne serait pas possible d'harmoniser ça pour qu'il n'y ait plus des actionnaires privés individuels à la CEMEPA? Merci à vous. Écoute, enfin, je peux répondre là-dessus, mais je ne voterai pas sur ce rapport parce que je ne peux pas. Hein. Et, je connais un peu le contenu. Non, j'y vais. Écoute, Vinci, tu sais le groupe que ça représente. Tu sais que il détenait des actions, mais à l'époque, c'était Vinci Construction, hein, qui n'avait rien de particularité avec la gestion des parkings. Hein. C'est ça. C'était à l'époque où, dans la CEMEPA, on faisait beaucoup d'aménagements aussi, hein, ils étaient venus là-dessus. La CEMEPA est une société d'économie mixte. En tant que société d'économie mixte, le capital est majoritairement détenu par la ville, mais il fallait des actionnaires privés. Hein. Et donc, parmi les actionnaires privés, il y avait Vinci. Mais il n'y avait pas que Vinci. Il y avait aussi les caisses d'épargne, il y avait aussi la caisse des dépôts et consignations. Il y avait même une personne physique, hein, dedans, etc. Voilà. Ils ont décidé de sortir. Ils sortent, hein. C'est leur choix. Nous, on veut récupérer ces actions. Pourquoi? Parce que ça renforce bien sûr la ville dans cette SEM. Je vous rappelle que cette SEM, elle ne fait pas que du parking. C'est quand même elle qui s'occupe encore de la Durane. Hein, et toute l'évolution de la Durane, c'est encore la CEMEPA qui le fait. C'est quand même une société d'aménagement encore, hein, importante. Et sur le débat des parkings, on est encore en contentieux. Tu le sais, on n'a pas fini. On n'est pas d'accord avec les jugements qu'on a eus jusqu'à présent. On va se battre jusqu'au bout. On considère que ce qu'on vous avait proposé à l'époque, qui était de racheter à la ville la propriété des parkings par la CEMEPA, on pouvait le faire à l'époque. Et bon, pour l'instant, on veut nous empêcher de le faire parce qu'ils voudraient que les parkings ils aillent à la métropole. Je vous rappelle que le préfet d'Artoux, qui a été en charge d'un rapport sur l'évolution de la métropole, lui-même a dit qu'il considérait que c'était normal que les parkings construits en centre-ville restent sous le contrôle des communes et pas à la métropole. Lui-même l'a écrit. Hein. Donc, j'espère qu'il va être écouté. Donc, il n'y a pas de lien entre le départ de Vinci et cette affaire. Le départ de Vinci n'a rien à voir avec ça. Non, c'est 10 juin, d'accord. Non, ça n'a pas à voir avec ça. Vas-y. Donc, c'était une question sur le point 80, sur les droits à bâtir de la société RTA à la ZAC de la Durane. D'abord, une justification, c'est que, vu le projet, on ne va pas refaire tout le débat,
on ne votera pas en faveur de cette modification. Mais en fait, il y avait une question, si j'ai bien compris, c'est que l'entreprise achète des droits à bâtir sur le terrain adjacent. Mais en fait, il y a un chemin qui passe à travers ces 2 parcelles. Donc en fait, quel va être le droit de ces 2 chemins et à qui appartient ce chemin et quelle est la conséquence? Parce que du coup, c'est quand même une voie qui permet d'accéder à un autre lot qui est enclavé. Donc est-ce qu'on a comme ça la possibilité de distribuer le droit à bâtir de cette façon-là? Jean-Louis, l'urbanisme? De toute façon, on sait bien qu'on ne peut pas rester enclavé et que le chemin va maintenir l'accès à la parcelle. Bon, je ne suis pas au fait de ce chemin, mais la CEMEPA étant l'aménageur, je pense qu'elle a géré cette situation. Je ne suis pas du tout inquiet de cette situation. Absolument. On est dans la ZAC de la Durane, il y a un aménageur et il gère tous ces aspects administratifs et juridiques. Marc. Oui, une question qui est liée à la 0411 Ancagnan. C'est 0411 sur le projet de rénovation urbaine d'Ancagnan. En fait, j'ai une question qui n'est pas directement liée à la section, mais au projet lui-même. Je voudrais bien savoir, à la fois en tant qu'élu et en tant que citoyen, finalement, où on en est de ce projet. Parce que c'est un projet structurant, avec un investissement très important de l'État. L'État, en tout cas, est partie prenante de ce projet. Et j'ai vraiment l'impression, il y a eu un article dans la Provence d'ailleurs là-dessus, que les habitants d'Ancagnan et parfois les habitants, comment dire, en responsabilité, la présidente du CIQ, etc., sont toujours dans l'attente. Pourtant, on a parlé d'un projet concerté, construit, co-construit, sont toujours à l'attente d'informations. Et moi-même, je me pose la question. Au-delà de cette question, qui n'est pas polémique, qui est une question de fond, une question encore plus de fond que je relie à la Durane. Pourquoi je trouve qu'il est très important de discuter ou de bien connaître ce projet de rénovation urbaine? C'est que je suis persuadé que l'avenir d'Aix est en Ancagnan et pas à la Durane, vous voyez. C'est-à-dire que je suis persuadé que des zones d'étalement urbain comme la Durane, bon maintenant c'est fait, ne revenons pas sur la polémique, c'est déjà presque du passé. Je pense que l'étalement urbain doit se modérer. Je ne dis pas qu'il doit toujours cesser, mais il doit se modérer. C'est mortel pour l'environnement, c'est mortel pour nos espaces naturels, c'est mortel pour notre agriculture. Il n'y a rien d'inéluctable là-dedans. Il faut reconstruire la ville différemment, avec des villes plus denses, en tout cas c'est mon avis, et plus accueillantes. Et Ancagnan, qui est à 10 minutes, un quart d'heure à pied, j'y vis, qui est à un quart d'heure à pied du centre-ville, pourrait, si ce projet de rénovation urbaine est réussi, changer de nature par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et véritablement reconstruire un maillage important de notre ville. Voilà ce que je voulais dire. On va répondre Sophie et Jean-Louis. Oui, Marc, ce projet de rénovation urbaine est effectivement en selle depuis bien longtemps. C'est une certitude, il y a eu pas mal de retard de l'État à l'origine. Ensuite, avec la métropole, c'était compliqué parce que tous les projets de rénovation urbaine qui sont sur le territoire métropolitain n'allaient pas forcément au même rythme. Et il y avait un désir très fort de la métropole centrale d'enclencher les choses au même moment pour tous. Aujourd'hui, nous sommes en bonne voie. Les dossiers ont été adressés à Action Logement. Et le dossier donc, est parti. Action Logement a changé de cap au niveau de la reconstruction il y a de cela à peu près 2 mois, simplement. Les négociations ont bien avancé. Nous devrions même toucher peut-être un peu plus de moyens financiers que prévu au tout départ de la part d'Action Logement. Et la Mousse sera recrutée à partir du mois de mars. La Mousse étant l'organisme qui commence à envisager le relogement des populations dont les immeubles seront démolis. Voilà, ce n'est pas non plus une évidence, parce qu'aujourd'hui, la loi fait que les habitants ne peuvent plus, en termes de logements sociaux, être aussi nombreux qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on est obligé de reconstituer à la fois le parc social et en même temps de reloger les gens, mais de manière non regroupée.
par rapport aux lois qui étaient en vigueur, notamment lorsqu'il y a eu les 2 rénovations urbaines de Besson et de Corcy. Donc il y a tout de même un gros nombre de logements, je crois qu'il y en a 143, de logements sociaux qui vont être détruits. 254. Donc c'est vraiment conséquent. Ces 143, c'est ceux qu'on pourra reconstruire sur place. Oui, pour compléter ce que dit Sophie, on va donc démolir 254 logements sociaux dans la partie basse d'Ancagnane, aux bordures de l'autoroute, qui est une partie assez enclavée et qui vit trop sur elle-même et qui n'est pas ouverte sur la ville. Et donc le quartier va être complètement restructuré avec moins de logements sociaux. On en construira 104 sur place et 84 sur place et 170 en dehors d'Ancagnane. Et par contre, il va y avoir du logement intermédiaire, mais aussi des activités. Il est prévu une école du numérique pour des gens d'un niveau adapté au quartier, une école du numérique. Donc il est prévu de reconfigurer complètement cette partie de la ville afin qu'il y ait des flux de population entre ce quartier et le reste de la ville, et inversement, il faut que des gens d'ailleurs puissent y venir. Donc c'est toute la réflexion. Alors la cession qui fait l'objet de la question 4.11, c'est justement celle qui va permettre à la ville de ne pas payer la pénalité pour insuffisance de logements sociaux. C'est l'effort de la ville. Ça va réduire le prélèvement. Merci beaucoup. 703. Pardon, Gaël. Ah, il y a une question, pardon, excuse-moi. Oui. Oui. Merci. Vas-y. Je vais aller vite, hein, vu l'heure, mais quand même, c'était sur la 703, les subventions, et notamment au SIAM, parce qu'il est noté que c'est une subvention exceptionnelle. Alors, il y a eu une subvention exceptionnelle en 2019, une subvention exceptionnelle de 100 000 euros en 2019, de 150 000 euros en 2020 et une subvention exceptionnelle de 100 000 euros en 2021. Alors l'exception semble devenir la règle. J'aimerais bien savoir quel est le caractère exceptionnel de cette subvention, premièrement. Et puis deuxièmement, j'aimerais bien que les services puissent me fournir, s'il vous plaît, un état de l'ensemble des subventions au SIAM depuis sa création. Merci. Fonctionnement et investissement. Merci. Oui, bien sûr. Ça, on te le fournira donc, pour le prochain conseil municipal. Sinon, le SIAM, cette année a monté pas mal d'expositions, de démonstrations dans la ville. Ce faisant, effectivement, il s'est endetté. Et à l'instigation de la ville, la DRAC elle-même a mis 100 000 euros, la région et le territoire sont venus en renfort. Voilà la source de la subvention exceptionnelle de cette année. Et l'année dernière, c'était quoi alors? Parce que visiblement, c'est une subvention exceptionnelle qui vient chaque année. L'année dernière, je pense pas que c'était exceptionnel. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en subvention de projet et en fonctionnement? Parce que je suis étonnée de ce que tu me dis, parce que je pense pas que c'était exceptionnel l'année dernière. Dans le tableau, c'est noté ainsi. Il est noté subvention exceptionnelle 100 000 euros en 2019, 150 000 euros en 2020 et 100 000 euros en 2021. Alors peut-être que c'est une erreur du tableau. Hein. Non, je pense que c'est une erreur. C'était le festival. D'accord, oui, voilà. On vient de m'expliquer qu'en fait, le festival Jour et Nuit de Cirque était hors convention. C'est pour ça qu'il est noté en exceptionnel, mais en fait, c'est une subvention qui est annuelle. Voilà. Celle qui est exceptionnelle réellement, c'est celle de 100 000 euros cette année. 709, compte, abstention. 709, ça ne nous a pas été présenté. Oui, ça a été présenté. Ah. C'était l'aide avec dormir. Innov Campus. Oui, ça a été prononcé. Ah, désolé. Alors, j'ai pas... T'as une question dessus, ma? Oui, j'ai plus... Vas-y. J'ai plus qu'une question. Je l'ai présenté puisque j'ai parlé du paravent de la Fête Dieu et justement du plaisir d'associer le numérique au musée. Alors là-dessus, je ne vais pas te contredire, Marie-Pierre, mais en revanche, tu sais que comme toi, je suis universitaire, attaché au service public de l'enseignement. Et donc cette école me pose problème. Cette école me pose problème. Ce n'est pas simplement l'école sur le principe qui me pose problème, parce qu'elle est dans un secteur où effectivement il n'y a pas forcément une œuvre universitaire très développée, mais c'est la convention elle-même qui me pose problème,
La Convention stipule expressément que la ville devrait communiquer en priorité ses offres de stage, d'alternance et d'emploi à cette structure privée, à accorder, je cite, une plus grande attention aux candidatures et à des étudiants diplômés de cette école. Autrement dit, la Convention prévoit une préférence qui me paraît exorbitante pour les futurs diplômés de cette école, ce qui, à mon sens, est anormal, eu égard, je dirais, à la nature de cette école. Vous avez peut-être trouvé un partenaire qui vous a convenu. Je ne veux pas avoir d'a priori défavorable, mais je trouve que vous vous liez extrêmement à cette école, peut-être avec un manque de prudence dans ce domaine. Voilà ce que je voulais dire. Alors écoute Marc, je vais te répondre. Je pense que tu as raison. Par le fait que moi, cette école est venue me voir, j'ai trouvé que enfin c'est pas moi, hein, ça a été avec la direction du patrimoine et Philippe Pintor qui est là. Et Philippe, voilà, non, parce qu'on pose une question, d'accord. Donc cette école a dû venir vous voir, Philippe, c'est vous au départ, je pense. Et moi, c'est Madame Benazet qui m'en a parlé. Et j'ai trouvé très intéressant cette idée de lier le numérique et les musées. Et quand ils ont choisi, je l'ai dit le paravent de la fête Dieu, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant parce que ça mettait à la portée même des plus jeunes tout ce patrimoine muséal que nous avons dans la ville. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas qu'on se lie avec une école plutôt qu'avec une autre. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on fait, Philippe, il faut modifier ? Soit, moi je ferai ce que vous voudrez, mais soit on modifie la convention dans le sens où vous l'évoquez, soit on le considère que la clause est une demande d'attention bienveillante à l'égard des étudiants, donc c'est une clause d'attention, c'est pas une clause d'obligation. Mais maintenant, moi je veux bien qu'on modifie la convention dans l'esprit, de façon à rassurer le Conseil, et c'est comme vous voulez. Écoutez, moi, je suis d'accord. Moi, je l'ai lu plutôt comme une invitation à faire particulièrement attention aux étudiants qui ressortent de cette école. On ne se sent absolument pas lié à un recrutement quelconque, ni à une stagiairisation systématique. Enfin, quand même. Donc, mais si vous y voyez là une contrainte qui paraît à vos yeux outrancière, on la modifiera ensemble. Tel que c'est formulé, c'est pas simplement une intention. Moi, je suis prête. C'est formulé d'une manière plus précise. Je me demande même si c'est légal de prévoir. Ça me paraît problématique. Tu sais, moi, je ne suis pas juriste. Donc, en fait, moi, ce qui me plaisait, c'était cette dynamique autour des musées. Là, je suis d'accord. Et donc, en fait, je ne suis pas juriste. Donc, moi, s'il faut modifier, je modifie. Allez. OK ? On modifie la Tu as eu clause. des explications complémentaires, hein? Mais voilà, si Ça on va peut... Je remets au vote le 709. Il faut avancer. Qui est contre? Tu le mets au vote tel quel? Non, on le modifie. Ah, en le modifiant. On le met au vote modifié. Philippe. Oui, Ok. mais moi, je voudrais qu'on le reporte, parce que la modification... Non, mais s'il vous plaît, je pense qu'il faut modifier les éléments d'exclusivité. Ça, c'est vrai qu'il est marqué en priorité. Je pense que ce n'est pas acceptable. Voilà, donc je pense qu'on modifiera la convention, on enlèvera des éléments entre guillemets d'exclusivité de l'école. Voilà. Et je pense que avec ça, vous pouvez le voter. Voilà. D'accord, mais vous nous indiquerez pour information quel est donc tout ce qui sera marqué comme exclusivité sera enlevé. D'accord, très bien. C'est bon? Est-ce qu'on pourrait avoir copie de la précédente convention? Je remets au vote. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on pourrait avoir copie avant le prochain conseil de la convention? Parce qu'on a eu le problème, par exemple, pour les délibérations d'octobre sur le schéma vélo. Monsieur Chevalier nous a expliqué qu'il n'y avait pas de schéma vélo. Le contrôle de légalité a validé en novembre une délibération fausse avec un schéma vélo. Donc je suis obligé d'écrire au contrôle de légalité pour dire que cette délibération est fausse. Est-ce que, avant de les envoyer, vous pouvez nous les indiquer, s'il vous plaît? Marc? Oui, j'ai simplement une question sur la 8.3, mais qui n'est pas innocente, qui est importante. C'est de savoir si les œuvres, qui effectivement, je te rejoins, c'est vraiment bien de faire ça, Marie-Pierre, mais si les œuvres en question sont bien la propriété de la commune. Oui, les œuvres sont la propriété de la commune. Tu sais que les églises, c'est très simple. Il y a la cathédrale qui est propriété de l'État. Ensuite, toutes les églises qui ont été construites avant 1905 sont propriété de la ville. Et celles qui ont été construites depuis 1905 sont
sont la propriété de l'archevêché. Bon, donc là, l'église des Milles, qui était construite avant, avec les tableaux. Ces tableaux, on les a étudiés, ils viennent la plupart du temps de donateurs qui les ont donnés à l'église, à l'occasion, vous savez. Puis en plus, après, il y a tous ces tableaux qui sont des tableaux de... Bon, mais là, c'est des tableaux intéressants. Et en même temps que sur l'église l'église des Milles, il y a aussi des tableaux, je ne l'ai pas dit, mais enfin, sur le Grand Saint-Jean, parce qu'il y a aussi une chapelle au Grand Saint-Jean, et en fait, on a enlevé les tableaux et on les restaure. Parce que notre objectif, c'est que pendant qu'on fait les travaux sur la Madeleine, on restaure tous les travaux, parce qu'il faut faire les choses à fond, et quand l'église va réouvrir, eh bien, il y aura la magnificence de tous ces tableaux qui sera là. Voilà. Oui, moi je voulais juste dire un petit mot sur la question des financements des centres sociaux, mais pas du tout pour la remettre en cause, bien au contraire. Simplement pour dire que je sais aussi tout le travail que fait le centre social Albert Camus, qui malheureusement n'en est pas encore un, qui est un équipement de vie sociale. Je sais que c'est très contraint par la caisse d'allocation familiale pour qu'ils puissent avoir cet agrément, mais je me réjouis que, voilà, encore cette année, et il faudrait qu'on les soutienne dans la démarche d'obtention de leur agrément en tant que centre social. Parce qu'en ces temps de crise Covid, les centres sociaux sont en première ligne avec les publics fragilisés, et je sais le travail que fait le centre social, le centre Albert Camus, vous voyez, c'est significatif. Je crois que dans notre esprit, il est un centre social. On l'a beaucoup soutenu pour obtenir cet agrément et nous poursuivrons évidemment cette mission avec beaucoup de ferveur. Oui, je m'excuse, je ne vais pas m'adresser à la municipalité, mais à Madame Huard et peut-être à son groupe. Madame Huard, je ne doute pas un instant de votre sincérité, mais je me demande si vous êtes, excusez-moi, schizophrène ou pas. Je m'explique. Vous avez décrit la misère sous le gouvernement Macron. Vous avez décrit une situation sanitaire, économique et sociale, alors que vous êtes les représentants ici d'une majorité au niveau national et d'un gouvernement qui en est, je ne vais pas dire la cause, ce serait trop exagéré, mais qui en porte une large responsabilité. La crise Covid, madame, je vous avoue que ça me... Voilà. La crise Covid, madame, elle ne crie pas la misère, elle révèle les misères et la misère de notre société. Et le gouvernement Macron, de ce côté-là, franchement, c'est le dernier à pouvoir donner des leçons. Vous avez raison, le gouvernement Hollande... Allez. Ça fait 20 ans que je m'occupe de personnes en grande difficulté, Monsieur Pénard. Et excusez-moi, mais les années Hollande, elles ne nous ont pas aidés. Mais quand même, décrire la misère aujourd'hui comme si on n'était pas aux responsabilités, quand même. Kayane, 1501. Merci Gérard. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la Fédération Aix-Marseille Interasso de 1 500 €, ce qui représente... pour 1 150 €, 5 tonnes de denrées alimentaires pour la distribution des paniers alimentaires qui sont faites. Et pour le restant, ça sera alloué à la précarité menstruelle pour les jeunes étudiantes qui n'ont pas les moyens de se payer les protections hygiéniques. Je voulais juste, si tu me le permets Gérard, répondre aux remarques que j'ai entendues sur l'aide et le soutien aux étudiants. Concernant ce que nous avons pu faire, comme le disait, on est au plus près des associations étudiantes qui ont demandé à nous rencontrer et qui ont demandé notre soutien. On a toujours été là, on les a accompagnés tant financièrement qu'en manière de logistique. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, les services étaient en train d'accompagner des étudiants pour collecter des denrées alimentaires. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à entendre de dire qu'on n'est pas présent là-dessus. Je voulais aussi souligner qu'on monitore ce qui se passe sur le terrain, que ce soit grâce à Ex-Conseil étudiant, que ce soit avec la réunion que nous avons fait, l'atelier précarité étudiante qui s'est tenu pas plus tard qu'hier. Et tous les jours, nous sommes en contact avec les associations. Et je voulais aussi parler de quelque chose qui est important. On a remis en place un site Entraidons-nous
pour les étudiants. Il a été remis en service aujourd'hui, donc si vous pouvez vous connecter, c'est une plateforme qui fonctionne sous la forme de « je propose mon aide et j'ai besoin d'aide ». Et c'est vrai que ça serait très intéressant, on peut proposer son aide de différentes manières, mais ça pourrait être intéressant que tout le monde puisse apporter une aide, que ça soit un code Wi-Fi, un repas, des denrées, etc. Tout est listé sur cette plateforme. Et plein d'actions sont menées et elles sont listées et sur le site internet en matière de soutien psychologique aussi. Je vous remercie d'ailleurs les services qui ont été vraiment présents. L'hôpital Montperrin qui nous a proposé d'accueillir en priorité les étudiants pour le soutien psychologique, le PAEJ, point d'accueil écoute jeunes, qui a élargi ses horaires avec la direction jeunesse pour accueillir les jeunes en détresse. Donc voilà, beaucoup d'actions sont menées sur le territoire d'Aix et je pense que c'était une critique un peu hypocrite de nous dire qu'on n'était pas présent là-dessus. Moi-même, je suis étudiante et j'y tiens à répondre à toutes ces demandes. Je vous en remercie. Merci Kayane. Oui, madame, vas-y. Je pense qu'il est un peu tard pour entamer le débat sur l'aide aux étudiants, mais je pense qu'on pourra le reprendre et il y a beaucoup à dire et je pense que je suis bien informée aussi également sur cette question. Il y a des municipalités qui font beaucoup plus pour les étudiants, mais puisque vous avez pris l'initiative d'une subvention exceptionnelle, ça je trouve ça très bien, ne pourrait-on pas augmenter le montant de ces 1 500 € parce que ça me semble relativement peu. Je vous réponds. Déjà, cette subvention vient en prévention. Ils n'ont pas besoin, là, à l'heure actuelle, de 6 500 €. Je suis en contact tous les jours avec la famille. En plus de ça, on voulait avoir une visibilité par rapport à l'action du Crous, les 1 € pour un repas. Donc, on veut pouvoir comparer et on ajustera aux besoins. C'est vraiment important. Et sur les actions, il y a énormément de choses qui sont faites. Des boîtes à dons vont être disposées à partir de la semaine prochaine pour la précarité menstruelle, par exemple. Nous sommes partenaires d'une application qui va mettre en place, elle sort le 22 février, des parcours sportifs gratuits pour les étudiants en termes de sport, des vidéos aussi sont en train d'être tournées en termes de santé, de nutrition pour les étudiants qui vont être postés sur le site de la ville. Je pense que tous les bénévoles qui m'ont contacté, qui pourront se mettre sur entredonsnous.fr, il y a vraiment énormément de choses qui sont faites et sans parler du soutien logistique qui est conséquent, c'est-à-dire la mise à disposition de véhicules, de personnel, de gants, de masques pour toutes les récoltes, les collectes alimentaires et les distributions alimentaires. Et j'en oublie parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont faites et je le suis au quotidien. Ça me prend toutes mes journées aujourd'hui et pour le dire, je pense qu'on n'est pas en deçà de ce que font les autres municipalités, comme vous le dites, loin de là. Allez regarder ce que font d'autres municipalités. C'est déjà fait. Et pas forcément des municipalités de gauche, d'ailleurs. Oui, mais c'est déjà fait, je vous le garantis. Et nous cessons d'apporter de nouvelles réponses d'ailleurs, et c'est pour cela qu'on consulte ex-conseil étudiant qui nous donne les moyens et les outils aussi, un point de vue étudiant pour pouvoir adapter les outils que nous avons mis en place et pour que ça réponde au plus près à leurs demandes. Sur toutes ces questions, l'université est aussi extrêmement présente pour ses étudiants. Merci Kayane, merci pour ces éléments. D'autres questions, Marc? Oui. Oui, madame ou mademoiselle, comment dire, il faut que vous appreniez à maîtriser votre émotion. Je suis le contraire d'un hypocrite. Vous ne me connaissez pas, mais attendez, laissez-moi terminer. Je ne vais pas parler d'un point de vue personnel. J'ai été doyen de la faculté de droit, président d'université, avec à mes côtés d'ailleurs Sophie Cacré notamment, et Dominique Auger. S'il y a quelqu'un ici qui connaît le monde étudiant, l'université, dans toutes ses dimensions, et ce qui se passe aujourd'hui et les difficultés des étudiants, c'est moi. Donc je ne suis pas un hypocrite, premièrement. Vous répondrez ce que vous voudrez. En plus, ce n'est pas personnel, c'est simplement pour replacer les choses. Deuxièmement, vous venez de parler d'un certain nombre d'actions. Un certain nombre de ces actions, je suis au courant parce qu'elles se déroulent dans le cadre de la cellule Covid, où l'on travaille ensemble, et un certain nombre d'éléments, Sophie Joissaint par exemple pourrait vous le dire, sont des éléments qui correspondent aussi à mes propositions. Je n'ai pas inventé quelque chose de nouveau, mais la cellule psychologique, le lien avec Montperrin, avec aussi évidemment Marie-Pierre Sicard-Denuel que j'oubliais, le lien avec AMU,
j'ai fait des propositions concrètes en ce sens, et donc lorsque je critique à un moment donné les choses, je les critique à partir d'une connaissance et tout en essayant de rester constructif. Donc il faut quand même se calmer sur ces questions. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur le fond? J'ai voulu dire que dans une politique globale, quand on fait des choix, je trouvais que quand on comparait ces choix, l'aide apportée aux étudiants me paraît aujourd'hui prioritaire. Je ne dis pas que la municipalité ne fait rien, puisque je vois tout ce qu'elle fait, mais je pense, effectivement, c'est plus le moment, Sophie, que le débat que nous devons avoir sur la condition étudiante aujourd'hui est extrêmement important, parce que je pense que malgré les articles des journaux, malgré le fait que ça, aujourd'hui on en parle beaucoup, on ne se rend pas compte, et je pèse mes mots, de la détresse des étudiants et de la bombe à retardement que ça va être pour notre société. C'est plutôt là-dessus que j'alerte, et comme Aix est une ville étudiante de 35 000 à 40 000 étudiants, elle est en première ligne, elle doit avoir en ce domaine un devoir impérieux, encore plus important qu'une petite ville avec un tout petit peu d'étudiants. C'est fondamental pour Aix, c'est fondamental pour ce qu'est Aix. C'est en ce sens que j'interviens. Après, la dernière chose que je dirais, ça ne vous concerne pas, c'est qu'au-delà des cellules psychologiques, des difficultés économiques des étudiants, vous savez ce qu'ils veulent, les étudiants? Ils veulent retourner en cours, en vrai, pas devant des écrans. Ils veulent retourner en cours. Et là, une nouvelle fois, la politique de votre gouvernement est en question. Il ne s'agit pas de refaire des amphis de 1000 personnes, mais il s'agit de faire retourner les étudiants avec de bonnes conditions sanitaires à l'université. C'est indispensable. Monsieur Pénat, vous devriez faire du théâtre, vous y seriez plus efficace. Bien. Le théâtre, c'est tous les jours votre président et votre ministre de la Santé et votre ministre de l'Éducation. Sauf qu'ils sont mauvais, très mauvais, alors que moi, je suis bon. Alors ça, c'est un point de vue. Gaëlle. Oui, sur ce sujet aussi, je voudrais simplement mettre en regard, donc on a bien compris, 40 000 € qui servent à organiser une manifestation contre Benjamin Stora. Bravo, vraiment. Je voudrais simplement mettre en regard cela, parce que 30% des Aixois sont des rapatriés à une époque. Je pense qu'à 100% des Français sont fils et filles d'anciens combattants et d'anciennes combattantes. Je voudrais juste mettre deux chiffres en regard. 40 000 € pour les rapatriés, 13 000 € pour les 15 associations d'anciens combattantes et d'anciens combattants qui, elles aussi, organisent des manifestations tout au long de l'année, qui, elles aussi, servent le devoir de mémoire et qui, elles, contrairement à ce que tu dis, Gérard, sur un roman national, parce que tu sembles inventer ton propre roman national, sont là pour transmettre une mémoire qui est absolument fondamentale, et ça n'est pas dans la ville dans laquelle nous avons la fondation du Camp des Milles que tu viendras me dire l'inverse. Donc pour toutes ces raisons, nous avions convenu, non, je vais terminer, non, je vais terminer, Gérard. Nous avions convenu de nous abstenir, nous avions convenu de nous abstenir sur ce rapport, parce qu'il nous semble que la différence entre 40 000 € d'un côté et 13 000 € à 15 associations de l'autre était trop importante. Au vu de ton propos, au vu des phrases que tu as eues et de l'insulte que tu portes à une certaine conception de la République que nous pouvons avoir, nous allons voter contre ce rapport. Je ne porte pas d'insulte à personne. Je dis simplement que la façon de réconcilier les mémoires difficiles, c'est pas comme ça. C'est tout. C'est pas une insulte. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais quand tu seras au pouvoir, tu feras ce que tu voudras avec l'attribution des attributions. Pour l'instant, on considère que le collectif aixois des rapatriés, il est à sa place. Voilà ce que je voulais dire. Hein, c'est l'argent des Aixois dont on parle là, c'est pas l'argent de M. Bramoulet, non? Moi, je suis quand même assez surprise de cette évocation de la guerre d'Algérie, bon, avec une certaine vision, chacun a sa vision. Moi, je milite à Aix depuis des années, au sein d'une association, et quand on a voulu, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, faire une conférence sur la guerre d'Algérie, on a dû la faire sous surveillance. Bon, je respecte naturellement vos opinions, mais vous comprenez que au sein d'un conseil municipal, justifier une subvention parce qu'il y a une association qui fait des manifestations
contre le rapport de Benjamin Stora, qui est un historien remarquable. Moi, je pense que c'est un historien remarquable et qu'on gagne à lire son rapport et les œuvres qu'il... Et c'est un historien, vous parlez d'un roman, c'est un historien, Benjamin Stora. Benjamin Stora, il a recueilli des sommes de témoignages. Donc, j'interviens parce que je suis choquée que dans ce conseil municipal, on nous prenne en otage avec un discours comme vous le faites. Écoutez, moi, je suis allé manifester contre la loi sécurité globale. On ne m'a pas donné 40 000 euros pour aller manifester. Je vais aller manifester contre la loi sur le séparatisme. Non, je trouve cette intervention, M. Bramoulet, on se connaît peu, je vous respecte. Je trouve que vous avez mené cette séance et les séances antérieures avec esprit d'ouverture, en nous écoutant. Mais là, sincèrement, votre intervention me choque. On avait prévu de s'abstenir parce qu'on considérait... Madame, qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, c'est vous affirmer des opinions que l'on ne partage pas. Vous nous faites un cours d'histoire sur la guerre d'Algérie. Voilà, moi, je ne viens pas au conseil municipal. Je ne fais pas un cours d'histoire sur la guerre d'Algérie tel que je la... Benjamin Stora n'est pas objectif, c'est tout. Ben moi, je pense le contraire. Je pense que Benjamin Stora est un historien. Vous avez le droit de après, on peut le critiquer, etc. Mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans le problème de la subvention. Passé à Aix avec Benjamin Stora. Pardon. Je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Benjamin Stora. Le musée Camus. Vous savez qu'à un moment, on s'est retrouvé avec Marseille.